Je suis docteur en philosophie. J'ai fait une thèse sur la dépression à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et maintenant, je suis ATER, c'est-à-dire assistante temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Jean Moulin Lyon 3. J'ai gardé une affiliation au laboratoire de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse, qui est l'IHPST, l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Et donc, Anna m'a invitée à parler dans ce séminaire parce que j'ai participé l'année dernière à un numéro spécial sur l'expérience de Milgram. Donc, j'ai fait une contribution, j'ai écrit un article qui a été accepté dans ce numéro et qui a été publié. Et donc, la présentation que je vais faire ce soir parle essentiellement de cet article en ouvrant un peu des perspectives autour. Euh, donc, sur la question du rôle du climat affectif dans l'obéissance à l'autorité et l'idée que j'ai mise en avant, c'est que le climat affectif influe sur notre sensibilité aux raisons, notamment aux raisons morales, euh, qu'il a donc un rôle à jouer dans le phénomène d'obéissance à l'autorité qu'on observe dans l'expérience de Milgram. Alors, je vais commencer cette présentation. Donc, les expériences de Milgram, en fait, il y en a eu plusieurs sur l'obéissance à l'autorité ont été menées dans les années 60 et Milgram en a euh, conclu qu'il existait quelque chose qu'il a appelé un état agentique, c'est-à-dire un état dans lequel l'individu est un simple agent, il se contente de faire l'action sans en être véritablement l'auteur, c'est-à-dire sans véritablement vouloir les finalités de l'action. L'individu agit de manière automatique sous l'influence d'une autorité qui lui dicte donc sa conduite. Et donc, Milgram a mis en évidence cette notion d'état agentique pour expliquer le comportement d'obéissance d'individus qu'il avait observé dans ce dispositif expérimental. Donc, je rappelle rapidement ce dispositif qui est assez connu. On a un participant qui est euh, pas informé du fait que l'expérience porte sur l'obéissance à l'autorité. Il croit participer à une expérience sur la mémoire. Et donc, on lui demande de faire des exercices de mémorisation à un apprenti et d'infliger, soi-disant, des électrochocs à cet apprenti lorsque l'apprenti se trompe dans les tâches de mémorisation. Et ce participant ignore que les électrochocs sont seulement simulés, il croit qu'il administre vraiment des électrochocs à l'apprenti, et il procède à cette tâche d'expérience sur la mémoire avec les électrochocs sous l'autorité d'un expérimentateur qui incarne l'autorité scientifique, qui porte une blouse scientifique et qui est soi-disant l'organisateur de cette expérience sur la mémoire. Et donc, ce qu'a observé Milgram, c'est que la plupart des participants acceptent d'infliger les électrochocs à l'apprenti jusqu'à des intensités très élevées, potentiellement létales. Et il s'est donc interrogé sur la façon dont, sur le plan psychologique, ça fonctionne dans ce dispositif. Et il a mis en avant cette notion d'état agentique en disant les participants se retrouvent dans un état d'obéissance aveugle à l'autorité. Ils agissent par automatisme sous l'influence de l'expérimentateur qui leur donne les ordres, l'ordre de continuer, etc. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que je vois qu'une personne a écrit dans le chat qu'elle n'entendait pas. Est-ce que, est-ce que ça va? Pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon Oui? pour moi. Merci D'accord, beaucoup. d'accord, merci beaucoup. Alors voilà, simplement l'expérience se trouve au croisement entre deux débats, au moins deux débats. Un débat qui est plutôt un débat d'histoire et d'historiographie sur la question historique et morale de la responsabilité des individus qui ont été impliqués dans les crimes à grande échelle du XXe siècle, et puis un débat qui relève plutôt de la psychologie et de la philosophie sur les déterminants de la conduite individuelle. Alors, le débat historique et moral, bien sûr, il concerne la question de savoir si les populations des pays comme l'Allemagne nazie, notamment, euh, se rendaient compte de ce qu'elles faisaient et de quelle manière est-ce qu'elles étaient sur le plan psychologique quand elles jouaient un rôle dans l'administration ou autre qui conduisait à la mort des déportés, etc. Et donc là, il y a eu des débats assez compliqués, enfin assez virulents, intenses, entre des historiens qui ont pris plutôt le parti de Milgram et qui ont accepté l'idée que ces individus-là avaient pu être dans un état d'obéissance aveugle, et d'autres historiens qui se sont fortement opposés à ça en mettant plutôt en avant l'idée que chaque individu se rendait parfaitement compte de ce qu'il faisait à l'époque et portait donc la pleine et entière responsabilité de ses actes. Et puis, il y a un autre débat qui est celui de la question
psychologiques et philosophiques, donc des déterminants de la conduite individuelle, est-ce que nous agissons suivant des traits de personnalité qui sont des caractéristiques stables des individus, ou est-ce que nous agissons plutôt suivant des facteurs contextuels qui auraient une énorme influence sur nous? Euh, alors, la vision classique en philosophie et en psychologie traditionnelle est plutôt de penser que les individus ont des traits de personnalité, que notamment, par exemple, ils adhèrent à des valeurs, euh, euh, ils ont des engagements envers des valeurs, envers des normes, et que c'est ça qui est prépondérant dans la détermination de leur conduite. Et donc, les résultats d'une expérience comme celle de Milgram sont particulièrement surprenants, déroutants, puisqu'ils tendent à montrer que des individus qui à première vue, sont tout à fait moraux, tout à fait comment dire, conscients des valeurs morales, etc., dans leur vie de tous les jours, une fois placés dans un dispositif expérimental comme celui-là, peuvent occulter complètement les raisons morales qui auraient de désobéir à l'expérimentateur et peuvent accepter de mener jusqu'à son terme une expérience qui met en danger la vie d'autrui, en tout cas de façon fictive ou simulée. Donc là, c'est une expérience qui a été utilisée notamment par des psychologues pour soutenir qu'en réalité, la conduite humaine est beaucoup plus déterminée par des facteurs contextuels que par des traits de personnalité permanents, et donc pour affirmer que n'importe quel individu placé dans une certaine situation agirait plus ou moins de la même manière, quels que soient ses traits de personnalité, parce qu'en réalité, ce sont les facteurs contextuels qui priment. Alors, je vais passer à la slide d'après. Euh, donc, il y a des difficultés qui ont été soulevées par les limites à la fois scientifiques et éthiques de l'expérience de Milgram dans les deux débats, c'est-à-dire dans le débat historique et dans le débat psychophilosophique. Donc, sur le plan du côté du débat historique, ce qui a été remis en question, c'est la capacité de l'expérience à nous renseigner sur les contextes historiques réels qu'elle est censée mimer, puisqu'évidemment, on est dans un dispositif expérimental en laboratoire extrêmement simplifié, qui ressemble peut-être pas beaucoup aux situations réelles dans lesquelles étaient les individus qui ont été impliqués dans les crimes à grande échelle du XXe siècle. Et donc, il y a eu une véritable remise en question de l'expérience du Milgram comme n'étant pas très informative sur le plan de ce qui avait pu se passer réellement. Et donc, par exemple, un historien comme Christopher Browning, qui est connu pour des travaux très notamment son livre sur le 101e bataillon de police qui a été impliqué dans des massacres en Europe de l'Est, des massacres de juifs sur lesquels bon, les policiers ont été amenés à tirer et puis après à les jeter dans des fosses communes. Voilà, donc c'est simplement des massacres purs et simples. Eh bien, Browning avait cité dans son livre les travaux de Milgram, suggérant qu'il pouvait y avoir là quelque chose comme un état d'obéissance aveugle, et ensuite il est revenu là-dessus et il a dit qu'en effet, l'expérience de Milgram, enfin, il fallait peut-être pas aller trop vite en besogne avec l'expérience de Milgram et croire à sa validité et au fait que ce qu'elle montrait était vraiment un fait psychologique qui pouvait expliquer les faits historiques auxquels on s'intéressait. Et du côté de la question psychologique et philosophique des déterminants de la conduite individuelle, c'est tout le débat sur ce qu'on a appelé le situationnisme. Donc le situationnisme, c'est la thèse selon laquelle c'est plutôt les facteurs contextuels, c'est plutôt la situation qui détermine la conduite individuelle, plutôt que des traits de personnalité stables, des caractéristiques plus permanentes de l'individu. Donc il y a eu d'abord un premier débat entre des psychologues dits personnalistes et les psychologues sociaux dans les années 70-80. Donc les psychologues personnalistes avaient la vision traditionnelle selon laquelle les individus ont des traits de personnalité qui sont assez stables et qui déterminent la plupart du temps la façon dont ils agissent. Et lorsque il y a une situation qui les amène à aller à l'encontre de ces traits de personnalité, c'est l'exception qui confirme la règle, on a envie de dire, mais c'est vraiment normalement plutôt les traits de personnalité qui déterminent la conduite. Et les psychologues sociaux se sont servis d'un certain nombre d'expériences, comme celle de Milgram, mais pas seulement, pour affirmer qu'à l'inverse, c'était plutôt des facteurs situationnels, des situations, des contextes qui déterminaient la conduite individuelle, allant jusqu'à remettre en cause l'idée même de traits de personnalité. Donc les psychologues sociaux allaient jusqu'à dire, si on a l'impression d'une stabilité dans la conduite individuelle, dans le comportement d'un individu, c'est pas parce que l'individu a des traits de personnalité stables, mais c'est parce qu'il est toujours
placés plus ou moins dans les mêmes situations. Et donc, il y a une sorte d'homogénéité des situations auxquelles un certain individu est exposé dans sa vie quotidienne, de sa naissance jusqu'à sa mort, ou en tout cas par tranche de vie, on va dire par période. Et ça crée une stabilité dans la façon dont il se conduit, mais c'est purement contingent, c'est juste lié au fait que les situations autour de lui sont stables. Et au fond, la notion de trait de personnalité est très obscure, très spéculative, il n'y a pas vraiment moyen de mettre en évidence, de la prouver. Et ce qu'on observe au contraire, c'est que quand on place les individus dans certaines situations, ils se comportent tous à peu près de la même manière dans cette situation-là, quelle que soit leur personnalité supposée. Donc il y avait l'expérience de Milgram, qui pouvaient être mobilisés, mais d'autres expériences aussi, par exemple celle du bon samaritain, où on place les individus dans une situation où ils sont susceptibles d'aider quelqu'un d'autre, et il se trouve que si on leur impose une certaine contrainte, comme par exemple une contrainte temporelle, ils sont pressés d'aller quelque part, et ben, ils vont être beaucoup moins prônes à aider l'autre personne, et ce, quelle que soit apparemment leur personnalité, puisque ça va être quelque chose d'assez général, enfin, qui se retrouve à peu près chez tous les individus qui participent à l'expérience. Donc, ça, c'était le premier débat. Et ensuite, ce débat s'est déplacé de la psychologie vers la philosophie dans les années plutôt 90-2000. Et on a appelé le situationnisme la position philosophique qui consistait à reprendre, à la suite des psychologues sociaux, l'idée qu'il n'y a pas de trait de personnalité stable, ou qu'en tout cas, on peut en douter, et que ces supposés traits de personnalité ne sont pas, enfin, ne détermine pas réellement la conduite des individus et que celle-ci dépend beaucoup plus de facteurs situationnels. Donc c'est notamment Doris, dans son livre Persons, Situations and Virtue Ethics en 1998, qui a avancé comme ça le situationnisme. L'idée que s'il y a encore une fois une stabilité dans la conduite de l'individu, c'est parce qu'il y a une homogénéité ou une stabilité dans les situations auxquelles il est exposé et pas en raison de caractéristiques, on va dire, internes, de traits de personnalité qui le constitueraient. Euh, donc finalement, on en est venu à clore petit à petit le débat sur le situationnisme en psychologie et en philosophie, en considérant que la critique situationniste allait un peu loin et que, il est plus raisonnable de considérer qu'il y a quelque chose comme des traits de personnalité et qu'il y a par ailleurs aussi des facteurs contextuels qui peuvent interférer et puis avoir une influence sur l'individu et le faire agir de façon inhabituelle, disons. Et simplement, la notion, enfin, ce qu'on peut considérer comme l'apport du situationnisme, c'est que la notion de trait de personnalité a été un peu repensée, et au lieu d'y voir des dispositions très stables, très robustes, qui seraient vraiment pas susceptibles de changer, etc., on a plutôt évolué vers une idée selon laquelle les traits de personnalité sont des réseaux de croyances et de désirs. Et comme on le voit, les croyances et les désirs d'un individu peuvent évoluer au cours de la vie ou peut-être même au cours des situations elles-mêmes, ce qui pourrait comment dire, être plus en adéquation avec les données empiriques qui montrent ou expérimentales qui montrent que des individus placés dans certaines situations peuvent avoir une conduite apparemment irrégulière par rapport à la façon qu'on avait observée jusque-là dont ils pouvaient se conduire. Euh, Donc cette idée que les traits de personnalité seraient plutôt des réseaux de croyances et de désirs, c'est un peu ce qui est ressorti voilà, du débat sur le situationnisme en philosophie. Alors, dans ma présentation, je vais laisser de côté la question de la validité des expériences de Milgram concernant la possibilité d'inférer l'existence d'un État agentique qui expliquerait les crimes à grande échelle du XXe siècle. Donc, je vais laisser de côté, en quelque sorte, le débat historique qui a été abordé dans la présentation du mois dernier par Pascal Ludwig et qui le sera sans doute encore dans d'autres présentations. Je vais laisser ça de côté. Je ne vais pas non plus réouvrir le débat sur le situationnisme, qui est quasi clos en fait en philosophie morale, voilà, autour d'un consensus pour dire que le situationnisme lui-même va trop loin lorsqu'il dit qu'il n'y a pas du tout de disposition stable d'un individu qui permet d'expliquer sa conduite. Par contre, il est vrai que la notion de trait de personnalité comme étant un peu un invariant, une caractéristique qui ne changerait pas du tout au cours de la vie de l'individu, ça, c'est quelque chose qui a été remis en question. Donc, je vais garder ce point d'aboutissement, on va dire, du débat sur le situationnisme. Et moi, je vais proposer quelque chose qui est une analyse un peu de l'expérience de Milgram, du dispositif de Milgram, d'un point de vue éthique. Donc, je vais repartir du caractère apparemment inexplicable de la conduite d'obéissance des participants dans l'expérience de Milgram, dans la mesure où les agents semblent agir d'un côté volontairement,
et non pas sous l'effet d'un état agentique, mais aussi d'un autre côté contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre leurs dispositions morales, affectives et intellectuelles permanentes, c'est-à-dire contre leurs croyances et leurs désirs moraux. En effet, donc, ce qu'avait avancé Milgram, c'est qu'il y avait un état agentique qui était encore une fois un état d'obéissance aveugle à l'autorité. Et ça a été remis en question, notamment récemment, ces dernières années, suite à la réouverture des archives de l'expérience de Milgram. Et c'est quelque chose qui est bien discuté dans plusieurs articles du numéro collectif de Philosophia Scientia sur cette expérience et la réouverture des archives. On voit dans les archives que les participants à l'expérience, en fait, émettent beaucoup de doutes, d'hésitations et que dans les débriefings qui suivent le déroulement de l'expérience, ils formulent beaucoup de choses qui permettent de penser qu'ils n'étaient pas complètement dans un état d'obéissance aveugle, mais qu'ils ont délibéré avant d'obéir et du coup obéi délibérément, volontairement, aux ordres qui leur étaient donnés de poursuivre l'expérience. Et en même temps, il y a quand même une tension, c'est-à-dire que tout en ayant l'impression d'avoir agi volontairement, ils ont aussi l'impression d'avoir agi contre eux-mêmes, contre leur propre personnalité, leur propre ligne de conduite habituelle. Et ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont agi à l'encontre du coup de leurs dispositions morales stables, qui seraient des dispositions à la fois affectives et intellectuelles, donc à la fois des désirs et puis des croyances plus permanentes. Donc il y a une sorte de problème métaéthique, c'est-à-dire un problème de psychologie morale, la psychologie morale étant le domaine de la métaéthique qui s'intéresse aux relations entre la morale et les états psychologiques. On a l'impression qu'il y a comment dire, un mécanisme psychologique qui fait que les individus agissent à la fois volontairement et contre eux-mêmes, à l'encontre de leurs propres croyances et désirs. Euh, donc c'est ça le problème que j'essaye de traiter dans cette présentation. Et donc je vais le faire en 4 étapes. Alors il y a un problème sur la numérotation du plan, mais il y a bien 4 parties. Donc d'abord je vais reparler de la perplexité qu'on peut avoir devant les résultats de Milgram, quand bien même on ne se penche pas sur le débat historique de la question de la responsabilité des agents dans les situations historiques réelles. Ensuite, je vais poser de manière un peu plus étoffée le problème éthique de la conduite d'obéissance du participant à l'expérience. Et puis, je vais avancer donc la solution que je propose, c'est-à-dire une explication qui fait intervenir le climat affectif et son influence sur les croyances et les désirs, et donc sur la sensibilité aux raisons. Et puis, pour qualifier le type de conduite qu'on a dans l'expérience de Milgram, le type d'action qu'on a lorsque le participant obéit, j'introduirai la notion de pratique et je montrerai qu'on peut décrire le climat affectif comme conduisant à l'institution d'une pratique d'obéissance. Donc, j'expliquerai cette notion de pratique et ce qu'elle apporte à la compréhension ou à la caractérisation de la conduite d'obéissance. Alors, d'abord, on peut conserver une perplexité devant les résultats de Milgram. Donc, je rappelle ici le protocole expérimental, donc je l'ai déjà fait, je vais aller vite. Un participant doit administrer sous les ordres d'un expérimentateur des électrochocs d'intensité croissante à un apprenti chaque fois que celui-ci échoue à donner la bonne réponse dans une tâche de mémorisation. Alors, les électrochocs sont seulement simulés, mais le participant ne le sait pas. Et il ignore donc que, d'une façon générale, l'expérience ne porte pas sur les capacités mnésiques de l'apprenti, mais sur sa propre conduite. Il y a plusieurs variantes de l'expérience. Dans la plupart des variantes, l'apprenti demande, voire implore l'arrêt de l'expérience, il simule la douleur et il supplie le participant d'arrêter de lui infliger les électrochocs. Et ensuite, il y a différentes variantes, des variantes où l'apprenti est vraiment sous les yeux du participant, des variantes où il est dans une pièce à côté et où simplement on l'entend crier à travers la cloison, etc. Donc, évidemment, plus l'apprenti est proche du participant, plus le feedback, entre guillemets, donné par l'apprenti au participant sur sa douleur est direct, et plus le participant désobéit rapidement. Mais donc, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que l'expérimentateur ordonnant la poursuite de l'expérience, la plupart des participants poursuivent jusqu'à des chocs, soi-disant d'intensité létale. Enfin, des prétendus chocs ou des chocs simulés d'intensité létale. Alors, il est important de souligner qu'aucune raison n'est donnée
par l'expérimentateur pour poursuivre la prétendue expérience de mémorisation, à part la motivation scientifique à finir l'expérience, la mener à bien. Et il n'y a pas non plus pour le participant un engagement qu'il aurait pris et sur lequel il pourrait pas revenir. Il n'y a pas non plus de rémunération importante à la clé. Il n'y a pas vraiment de raison pour lui de poursuivre absolument à tout prix cette expérience. Par ailleurs, Milgram a fait des expériences dans lesquelles, enfin, il a fait oui, des protocoles expérimentaux dans lesquels il a interrogé des personnes sans les mettre vraiment dans le dispositif, en leur décrivant le dispositif expérimental, donc sans leur dire évidemment que les électrochocs sont simulés, etc. Et il leur a demandé si elles seraient prêtes à poursuivre l'expérience ou même à y participer. Et la plupart des personnes interrogées ont répondu que non, que bien entendu, soit elles ne participeraient pas à une telle expérience, soit elle s'arrêterait dès que l'apprenti se mettrait à émettre des cris ou à simplement dire qu'il a mal, etc. Euh, et puis les participants eux-mêmes désavouent leur conduite dans les débriefings qui suivent à chaque fois le déroulement de l'expérience, puisque Milgram avait à chaque fois prévu un temps de débriefing où en fait le participant est informé finalement de la nature véritable de l'expérience. On lui explique que les électrochocs étaient simulés, que ce qui était observé c'était sa propre conduite d'obéissance et pas une tâche mnésique concernant l'apprenti, etc. Et donc, dans ce moment de débriefing, la plupart des apprentis désavouent leur conduite et disent qu'ils n'auraient jamais dû obéir, qu'ils ne voulaient pas, qu'ils agissaient contre eux-mêmes, etc. Et idem, dans des répliques récentes de l'expérience, évidemment été faite dans des conditions un peu différentes, puisque l'expérience de Milgram posait un certain nombre de problèmes éthiques, mais dans des répliques qui pouvaient permettre d'étudier à peu près le même phénomène, les participants ont également désavoué leur conduite d'obéissance en disant que voilà, qu'ils n'auraient pas dû obéir, qu'ils comprenaient pas bien ce qui s'était passé, qu'ils avaient agi contre eux-mêmes, etc. Et donc, une dernière chose qu'on peut dire, c'est que le résultat est trop général, c'est-à-dire qu'il s'observe chez un trop grand nombre de personnes pour qu'on puisse l'expliquer par une personnalité perverse ou psychopathique des participants concernés, ce qui concerne probablement qu'une petite minorité de personnes dans la population. Donc il n'y a pas de raison à première vue de penser que le très grand nombre de participants qu'on obtient et enfin, avec qui on obtient le résultat d'administrer des chocs jusqu'à des intensités létales soit représentative de ces personnes-là. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un individu ordinaire peut être amené à faire, une fois qu'il est placé dans le dispositif de Milgram, un mal qu'il ne se dit pas prêt à faire lorsqu'il est interrogé en dehors du dispositif. Puisque, voilà, encore une fois, les gens qu'on interroge quand ils sont en dehors du dispositif disent non, non, j'obéirai pas ou je désobéirai, etc. Euh, alors, la conduite d'obéissance, elle est immorale, elle ne répond pas à des raisons morales, c'est-à-dire que les raisons morales commanderaient normalement de désobéir dès que l'apprenti dit qu'il a mal, implore le participant d'arrêter, etc. Est-ce que pour autant cette conduite d'obéissance est complètement irrationnelle? Est-ce qu'elle répond à aucune raison? Bon, alors, les raisons en sa faveur semblent concerner la participation à l'avancée de la science, puisque la seule raison apparemment de poursuivre l'expérience, bah, c'est juste de la mener à son terme pour obtenir le résultat scientifique qu'on est supposé chercher sur la mémorisation. Mais ces raisons-là ne semblent pas être à même de justifier véritablement la conduite d'obéissance face à la souffrance infligée à un autre être humain. Il faut préciser qu'il y a des variantes de l'expérience où l'apprenti qui fait semblant de recevoir des électrochocs dit qu'il a des problèmes cardiaques et que ça le met en danger, qu'on fasse cette expérience, qu'il soit soumis à des décharges électriques, etc. Donc, on va dire que les conditions sont réunies pour qu'on puisse penser que la raison simplement scientifique de mener l'expérience à son terme n'est pas suffisante à justifier la conduite face à la souffrance de l'apprenti. Donc, l'hypothèse de Milgram, c'est que la conduite d'obéissance est complètement irrationnelle, même si elle n'est pas pathologique, puisque lui non plus n'envisage pas l'explication par des personnalités perverses ou psychopathiques. Elle est irrationnelle parce qu'elle est induite par l'état agentique, qui serait un état d'obéissance, encore une fois, aveugle, automatique, une conduite qui ne répondrait pas à des raisons, mais qui s'enclencherait comme une sorte de mécanisme en face d'une autorité. On se mettrait à agir de façon automatique, irréfléchie, irrationnelle. Euh,
Alors, l'hypothèse alternative que je vais avancer, c'est que dans la mesure où les archives ont montré que les participants agissaient plutôt volontairement, délibérément, après avoir réfléchi, tout en ayant le sentiment d'agir contre eux-mêmes, mais en tout cas pas de manière irréfléchie, eh bien on peut penser que la conduite est quand même fondée sur des raisons, en l'occurrence des raisons sociales d'obéir, donc les raisons qui sont de prendre en compte l'autorité scientifique qui est censée incarner le scientifique, ce qui peut motiver un respect, une confiance, et tout ça, c'est des raisons d'obéir à ce qu'il dit. Et donc, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi ces raisons sociales se mettent à avoir plus de poids que les raisons morales de désobéir quand on est dans le dispositif, mais pas quand on est en dehors du dispositif. Encore une fois, s'il n'y avait pas de décalage entre les deux, il n'y aurait peut-être pas de mystère. On pourrait se dire que les raisons sociales comptent plus que les raisons morales, que c'est plus important, entre guillemets, pour nous d'obéir que de prendre en compte la souffrance d'autrui, et que donc, il n'y a rien, il y a rien à expliquer là-dedans. Donc, s'il y a, on va dire, une difficulté, un problème de psychologie morale, c'est que quand on est en dehors du dispositif, on n'a pas du tout le même jugement que quand on est dans le dispositif. Et à la fois les participants après coup et les personnes interrogées en dehors du dispositif soutiennent que les raisons morales ont plus de poids et qu'il faudrait évidemment désobéir et suivre ces raisons-là. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que quand on est dans le dispositif, quel est le mécanisme psychologique qui fait qu'en fait les raisons sociales se mettent à avoir plus de poids et plus d'importance? Donc, cette hypothèse, elle permet de considérer la conduite d'obéissance comme une conduite non pas irrationnelle, mais irrationnelle, c'est-à-dire qui témoigne d'une sensibilité à des raisons, mais d'une sensibilité, on va dire, déréglée. On n'est pas sensible aux bonnes raisons, ou pas de la bonne manière, ou pas dans la bonne proportion. Et on fait l'hypothèse que cette irrationalité, elle n'est pas pathologique, encore une fois, elle n'est pas due à une personnalité perverse ou psychopathique, et donc, le mécanisme psychologique qui pourrait permettre de l'expliquer, je suggère que ça pourrait être le climat affectif, l'humeur induite chez le participant. Alors, on va construire un peu plus le problème éthique. Donc, encore une fois, Milgram explique ces résultats comme une obéissance aveugle par automatisme, en conformité avec des ordres, en abdiquant la volonté individuelle, et il va jusqu'à affirmer que cette tendance à l'obéissance aveugle à l'autorité serait une tendance ancrée de manière apparemment innée chez l'être humain, puisqu'il ne fait pas trop appel à des explications par le conditionnement social, enfin un peu, mais il va jusqu'à dire qu'il y a même probablement que c'est quelque chose qui a été retenu par la sélection naturelle, qui serait donc un comportement, on va dire, naturellement ancré chez l'être humain, et peut-être ensuite modelé, renforcé par la société, mais en tout cas, il suggère qu'on peut naturaliser cet état agentique, cet état d'obéissance aveugle à l'autorité. Donc, il le décrit comme la condition de l'individu, ou il le définit comme la condition de l'individu qui se considère comme l'agent exécutif d'une volonté étrangère par opposition à l'état autonome dans lequel il estime être l'auteur de ses actes. Donc vous voyez que, par la notion d'état agentique, Milgram montre qu'on peut avoir une une disjonction entre l'agent et l'auteur d'une action, c'est-à-dire que l'agent, c'est encore une fois celui qui fait l'action, l'auteur, c'est celui qui veut l'action et ses finalités. Et donc, dans la situation normale, les deux coïncident. Vous êtes à la fois l'agent et l'auteur de vos actions. C'est à la fois vous qui voulez agir suivant certaines finalités et vous qui agissez. Et donc à ce moment-là, vous êtes dans un état d'autonomie. Vous vous donnez à vous-même votre loi, votre règle, votre principe d'action. Et donc dans l'état agentique, vous ne seriez plus qu'un agent, c'est-à-dire vous ne seriez plus que le bras armé, celui qui fait le geste et pas celui qui veut les finalités de l'action. Alors l'idée, c'est qu'on peut mettre cette explication en doute, surtout après la réouverture des archives qui montre que les individus, la façon dont ils parlent de leur expérience, de la façon dont ils ont vécu cette participation au dispositif de Milgram, n'avaient pas l'impression d'obéir de façon aveugle à l'expérimentateur, ils n'avaient pas l'impression d'être dans cet état agentique, donc dans un état où ils auraient agi de manière automatique, sans aucune réflexion, en ayant totalement perdu de vue les tenants et les aboutissants de leurs actions, en ayant complètement perdu la main sur les finalités de leurs actions. Et on voit que avec la réouverture des archives, on voit que tout au long de l'expérience, d'ailleurs, ils dialoguent avec l'expérimentateur, c'est-à-dire celui qui leur donne l'ordre de continuer, et ils échangent des raisons. Donc, c'est pas une attitude irrationnelle, c'est pas un pur automatisme. Ils discutent, ils essayent d'argumenter, et en fait,
l'expérimentateur leur répond qu'il faut simplement continuer, enfin, l'expérimentateur ne satisfait pas leur demande de raison, on va dire, il leur répond qu'il faut simplement continuer, poursuivre l'expérience, la mener à son bien. Euh, mais on voit que eux sont sceptiques à d'éventuelles raisons qu'ils pourraient avoir de continuer ou pas. Et donc, on voit qu'ils agissent en suivant leur propre volonté d'obéir. Alors, certains ont des accès d'empathie avec l'apprenti. Ils se mettent à dire, mais cet homme souffre, je dois arrêter pour arrêter de le faire souffrir, etc. Donc, on voit qu'ils ressentent quand même des émotions qui proviennent de tendances affectives plutôt morales et qui feraient plutôt pencher la balance du côté des raisons morales. Et ils choisissent d'ignorer délibérément ça pour continuer à obéir. Ils expriment donc parfois un désaccord avec l'expérimentateur et pourtant continuent à obéir. Et puis encore une fois, après coup, dans les débriefings, ils expliquent qu'ils se sont forcés eux-mêmes à obéir. Donc tous les actes de langage par lesquels on observe ça permettent de penser qu'ils ne sont pas, encore une fois, dans un état agentique, dans un état d'automatisme pur. Euh, alors, du coup, contrairement voilà, à ce que suggère Milgram avec la notion d'état agentique, l'agent, celui qui fait l'action, n'a pas vraiment lieu dans le dispositif de Milgram d'être dissocié de l'auteur, c'est-à-dire de celui qui veut les finalités de l'action. Puisque, encore une fois, les participants se représentent consciemment leurs actions, leurs conséquences et les font volontairement. Pourtant, les agents semblent tout de même ne pas être pleinement les auteurs de leurs actions, puisqu'ils les désavouent, et avec elles, ils désavouent les raisons qui pourraient les justifier. Donc ça fait écho, là je fais juste une allusion au contexte historique et au débat d'histoire, on va dire, sur ces questions, ça fait écho à l'aporie entre l'interprétation intentionnaliste de l'Holocauste et l'interprétation dite fonctionnaliste. Donc, l'interprétation intentionnaliste, elle considère que chaque agent est l'auteur du génocide, a voulu les finalités de ses actions, c'est-à-dire a voulu commettre le génocide, tandis que l'interprétation fonctionnaliste, elle consiste à considérer que la plupart des agents qui ont commis le génocide, perpétré le génocide à travers leurs actions, n'étaient en fait que des rouages dans la machine et n'avaient pas endossé cette finalité de commettre véritablement le génocide. Alors, je fais référence à une explication donnée par Pierre-Henri Castel dans un livre sur la perversion, donc perversion au sens de agir en vue du mal, agir en vue d'un mal de plus en plus grand, un mal moral toujours plus grand. Donc Castel dit qu'une action n'a pas besoin d'être envisagée à l'échelle d'un individu et que donc on pourrait avoir des institutions qui commettent des actions. Il y a action, nous dit-il, chaque fois que des moyens ont été sélectionnés en vue de certaines fins. Donc on voit qu'une institution peut opérer une sélection entre des moyens en vue de certaines fins, et dans ce cas, ça permettrait en quelque sorte, non pas de résoudre l'aporie, mais de lui donner un sens, c'est-à-dire que ce qu'on a en fait, c'est l'institution a des finalités, c'est l'institution tout entière qui vise le génocide, et les agents eux-mêmes participent, sont les agents, c'est-à-dire agissent, effectuent les actions en question. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les agents font leur qualité de l'institution, ou sinon comment est-ce que l'institution les enrôle et comment est-ce qu'elle les amène à adopter ces finalités et à vouloir ce que l'institution tout entière vise en fait. Alors, on peut dire que les agents en question sont responsables de leurs actions puisqu'ils réunissent les trois conditions de l'acte responsable d'après Aristote, qui sont de vouloir réaliser l'action, pouvoir la réaliser et connaître les conséquences de l'action. Alors, dans le dispositif de Milgram, les trois conditions sont garanties, puisque le participant n'ignore pas les conséquences de son action, il a un feedback de l'apprenti qui lui témoigne de sa douleur, et puis il semble, bon, il peut faire l'action, et il semble vouloir la réaliser. Donc la question, c'est à quel point est-ce qu'il veut effectivement la réaliser, puisque il le fait, mais apparemment contre lui-même, et après l'expérience, il désavoue son action et il dit qu'il n'aurait pas dû agir comme ça ou qu'il ne comprend pas pourquoi il a agi comme ça. Donc, il faut dire que les débriefings qui avaient été organisés par Milgram après les expériences visaient à rassurer les différents participants sur leur propre moralité, en leur disant bien que même s'ils avaient été inclus dans une expérience qui portait en fait sur eux et sur leur propre tendance à obéir, il ne fallait pas qu'ils généralisent à toute leur personnalité ce qu'ils avaient fait dans le dispositif. Et justement, Milgram avançait déjà son hypothèse d'état agentique et leur disait en fait, vous avez été placé dans un dispositif qui vous a fait agir d'une manière qui ne reflète pas qui vous êtes et votre personnalité, notamment
simplement parce que vous agissiez de manière un peu automatique, non délibérée, aveugle, etc. C'est quelque chose qui est ancré en vous par bon, peut-être une nature humaine ou un conditionnement social, en tout cas quelque chose qui vous dépasse. Et donc, ce n'est pas représentatif de votre personnalité, la conduite que vous avez eue dans ce dispositif. Et donc, les participants, certains sont sortis moralement et psychologiquement ébranlés de cette expérience, ce qui a amené à une polémique en éthique de la recherche autour de l'expérience de Milgram pour dire bah, c'est quand même une expérience qui éthiquement voilà, pose beaucoup de problèmes puisque les gens ne sont pas, enfin voilà, en ressortent moralement ébranlés. Donc, ça tend à montrer que voilà, ils sont conscients d'être responsables des actions qu'ils ont commises dans le dispositif, en l'occurrence infliger les électrochocs qui n'étaient que simulés, mais ça leur donne un aperçu du fait qu'ils auraient pu être responsables d'avoir réellement infligé des électrochocs à quelqu'un jusqu'à des intensités très dangereuses. Donc voilà, on a le sentiment que les conditions de la responsabilité morale sont réunies et que donc l'agent non seulement connaît les finalités de son action et peut la réaliser, mais aussi a voulu le faire et l'a fait délibérément. Donc ce qu'il nous faut expliquer, c'est comment est-ce qu'il peut avoir en même temps l'impression d'avoir agi contre lui-même. Donc il semble se passer quelque chose dans le dispositif qui change en quelque sorte la relation de l'agent à l'arrière-plan normatif de ses actions d'une manière qui le conduit à agir contre la morale et contre lui-même, dans la mesure où il souscrit à la morale le reste du temps. Alors, on peut supposer que les valeurs et les normes des participants ne sont pas modifiées quand ils sont dans le dispositif ou quand ils sont en dehors du dispositif. Donc, il y a une forme de stabilité de ce à quoi ils adhèrent, donc de croyances morales, par exemple, par lesquelles ils adhèrent à ces valeurs et à ces normes. Et donc, on peut faire intervenir les raisons d'agir au sens des considérations qui comptent en faveur des actions, et ce pourraient être ces raisons d'agir qui varient quand on est dans le dispositif ou en dehors. Donc, on voit qu'un poids différent est accordé aux raisons morales de désobéir et aux raisons sociales d'obéir, selon que l'on se trouve dans le dispositif ou en dehors. Quand on est en dehors, c'est les raisons morales de désobéir qui l'emportent, et quand on est dans le dispositif, c'est plutôt les raisons sociales d'obéir qui l'emportent. Les raisons morales de désobéir, elles sont prises en compte dans la délibération par des jugements moraux ou par des émotions morales comme l'empathie, et peut-être par des désirs d'être moral, d'être un agent moral, d'agir moralement. Ces attitudes intentionnelles, elles sont causées par les dispositions permanentes de l'individu, donc encore une fois, dispositions morales, intellectuelles et affectives, des croyances et des désirs latents qui sont des attachements à la morale. Et pourtant, l'individu qui obéit dans le dispositif de Milgram n'agit pas suivant les raisons morales de désobéir, mais plutôt les raisons sociales d'obéir. Donc sa conduite ne répond pas aux raisons morales de désobéir, elle répond aux raisons sociales d'obéir. Donc, on peut dire que l'individu semble agir suivant d'autres raisons que celles qui sont prises en compte par ses dispositions morales permanentes, et c'est ça qui crée un ressenti d'agir contre lui-même. Pourtant, il le fait volontairement, ce qui suggère qu'il a aussi des attitudes intentionnelles qui prennent en compte les raisons sociales d'obéir, et que ces attitudes intentionnelles revêtent un poids plus fort, ou qu'il leur accorde un poids plus fort, enfin, et qu'à travers elles, il accorde un poids plus fort aux raisons sociales d'obéir. Donc, on peut se demander d'où viennent ces attitudes intentionnelles qui prennent le pas sur les attitudes intentionnelles reflétant, encore une fois, son adhésion à la morale. Euh, alors, ce qu'on fait donc le situationnisme, c'est que la conduite peut, au moins parfois, être déterminée par la situation ou par le contexte, davantage que par le caractère. Alors on peut opposer, comme le fait Goldy, qui est un philosophe des états affectifs, de la moralité, personnalité, etc., on peut opposer une explication fine de la conduite à une explication épaisse de la conduite. L'explication fine de la conduite, c'est une explication simplement par des raisons, en expliquant quelles sont les raisons auxquelles une certaine conduite répond. Une explication épaisse, ce serait une explication qui expliquerait la conduite tout en expliquant qu'elle déroge au caractère ou à la personnalité de l'individu et en quoi elle y déroge. Et donc, l'explication épaisse, elle va faire intervenir soit une justification de la conduite, soit une excuse. Une justification serait de montrer que la conduite, en fait, a pris en compte de bonnes raisons, même si elle est inhabituelle, irrégulière par rapport à ce que le caractère ou la personnalité de l'individu aurait permis de prévoir, la conduite a répondu en fait à des raisons qui étaient de bonnes raisons, des raisons qui étaient à même de la justifier.
Mais une explication épaisse peut aussi faire intervenir une excuse qui va plutôt être un facteur qui ne va pas dissiper l'impression que la conduite est injustifiée, qui va laisser persister le caractère injustifié de la conduite, infondé, mal fondé sur des raisons, on va dire, mais qui va être une explication causale par un facteur qui a une influence non rationnelle sur la pensée, ou alors, nous dit Goldie, éventuellement par des raisons qui exercent une influence indue sur la pensée, comme en l'occurrence l'autorité ou les raisons de répondre à l'autorité dans le dispositif de Milgram. Donc, un facteur qui aurait une influence non rationnelle sur la pensée, ça serait par exemple, nous dit Goldie, l'alcool, ou n'importe quel produit qui en fait modifie la façon de penser et donc la conduite, sans du tout que des raisons soient prises en compte par l'agent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Goldie envisage le fait qu'une excuse, c'est-à-dire une explication causale, encore une fois, d'une conduite qui ne permet pas de justifier cette conduite, mais simplement de comprendre comment elle a été adoptée par le participant ou par n'importe quel individu, une excuse peut aussi être faire intervenir des raisons, simplement des raisons qui vont pas jouer de la bonne manière ou auxquelles l'individu ne va pas répondre de la bonne façon, puisqu'elles exercent une influence, nous dit-il, indue sur la pensée. Et donc Goldie, il met l'autorité dans le dispositif de Milgram du côté des excuses qui peuvent être comme ça, faire intervenir des raisons exerçant une influence indue sur la pensée. Donc la différence entre les deux, c'est que dans un cas, l'individu agit sans du tout répondre à des raisons, donc de façon irrationnelle mais aussi arrationnelle, c'est-à-dire qu'il a été déterminé dans sa conduite par un facteur qui, encore une fois, ne met pas en jeu des raisons. Et dans l'autre cas, il a semblé répondre à des raisons, mais de la mauvaise manière, ou pas les bonnes raisons, ou voilà, pas avec un calcul rationnel correctement effectué. Et donc, Goldie caractérise du coup l'autorité comme ce qui excuse au sens de permettre une explication qui rend intelligible la conduite d'obéissance du participant à l'expérience de Milgram, donc, encore une fois, sans la justifier, sans montrer que finalement, elle était une conduite qui répondait à de bonnes raisons ou qui répondait correctement à des raisons. Donc, c'est une excuse, c'est quelque chose qui rend intelligible la conduite euh, du participant qui a le sentiment d'agir contre lui-même, c'est-à-dire contre ses dispositions morales permanentes, affectives et cognitives, encore une fois, ses croyances et ses désirs. Euh, alors, voilà, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'un individu ordinaire peut être amené à faire dans le dispositif de Milgram un mal qu'il ne se dit pas à faire quand il est en dehors du dispositif? Ou, si on veut transposer ça au contexte historique, comment est-ce qu'une institution perverse euh, euh, enrôle des agents, les amène à agir volontairement en vue de ses finalités perverses à elles? Et donc là, on formule le problème éthique de façon un peu plus technique en disant comment est-ce que les raisons sociales d'obéir exercent une influence indue sur la pensée du participant à l'expérience du Milgram? Par quel ressort psychologique est-ce que l'autorité arrive à faire triompher les raisons sociales d'obéir contre les raisons morales de désobéir que le caractère ou la personnalité du participant est censé le disposer à suivre? Donc comment est-ce que l'autorité arrive à le faire agir contre les raisons morales qui sont prises en compte par ses dispositions morales permanentes, c'est-à-dire par ses croyances et ses désirs, à défaut de traits de personnalité. Et donc mon hypothèse, c'est que le climat affectif ou l'humeur, c'est justement quelque chose, un état affectif, qui est capable de générer des attitudes intentionnelles, donc des croyances et des désirs, qui vont prendre en compte certaines raisons et de les mettre au premier plan. Donc on parle, là j'avais une référence qui est coupée par le diaporama, mais qui est à un auteur qui s'appelle Stéphane, de nom de famille. Euh, il y a un caractère dit pré-intentionnel des humeurs. C'est-à-dire que l'humeur elle-même est quelque chose qui ne répond pas forcément à des raisons, qui peut être induit encore une fois par un produit quel qu'il soit, mais l'humeur elle-même ensuite a un effet sur les attitudes intentionnelles. Elle peut les moduler et peut-être même engendrer un certain nombre d'attitudes intentionnelles, notamment des croyances et des désirs, et donc les mettre au premier plan, et en les mettant au premier plan, eh bien, mettre au premier plan les raisons que ces croyances et ces désirs prennent en compte. Donc ça, c'est ce que je vais du coup développer pour répondre à ma question, la façon dont le climat affectif influe sur la sensibilité aux raisons. Et donc l'intuition de départ, c'est de dire que ce qui change justement entre se trouver dans le dispositif de Milgram et être en dehors du dispositif, l'envisager abstraitement, c'est le climat affectif
qui correspond individuellement au phénomène psychologique de l'humeur et de façon plus collective à ce qu'on peut appeler l'ambiance, donc qui a été théorisé par un phénoménologue, Bruce Begout, dans son livre Le concept d'ambiance qui est paru en 2020. Donc pour lui, le phénomène auquel il s'intéresse, c'est vraiment collectif, intersubjectif, c'est l'ambiance, mais il décrit un petit peu comme ça aussi une genèse d'un certain nombre d'attitudes intentionnelles et de conduites à travers ce phénomène-là, de manière intersubjective. Maintenant, si on singularise, si on individualise le phénomène et qu'on parle d'humeur, on peut considérer que c'est simplement la traduction sur le plan individuel de ce climat affectif, de cette ambiance. Eh bien, euh, c'est connu entre guillemets en philosophie morale et psychologie morale que l'humeur est un facteur d'irrationalité, un facteur d'erreur dans les raisonnements à la fois théoriques et pratiques, un facteur d'échec à atteindre la bonne conclusion, celle qui serait bien fondée sur le plan normatif. Donc l'humeur va vous faire échouer à suivre ce que vous êtes censé faire, celle qui vous est prescrite par la morale, votre devoir, etc., dans une certaine situation. Eh bien, comment ça se fait? L'humeur, elle module la relation avec les contenus rationnels. Donc, si on est euphorique ou déprimé, certaines raisons d'agir sont mises en avant ou sont surpondérées au détriment, pardon, d'autres raisons d'agir qui auraient pourtant dominé si on avait été dans un état ordinaire. Donc, on voit que quand on est euphorique, on a des raisons de faire certaines choses qui nous paraissent évidentes, et si on n'est plus dans cet état d'euphorie, eh bien évidemment, c'est plus du tout les mêmes raisons d'agir qui sont mises au premier plan, et c'est plus la même conduite qui est adoptée. Donc l'idée, c'est que avoir agi d'une façon atypique parce qu'on est dans un certain climat affectif, parce qu'on est d'une certaine humeur, c'est pas avoir agi sans raison du tout, ce qui est plutôt ce qu'on dit traditionnellement de l'humeur en philosophie et psychologie morale. Mais mon hypothèse, c'est de dire c'est avoir agi suivant certaines raisons spécifiques parce que elles sont les raisons que prennent en compte certaines attitudes intentionnelles que l'humeur a mises au premier plan, parce que l'humeur a une influence sur les attitudes intentionnelles, elle les module. Éventuellement, peut-être même elle engendre certaines attitudes intentionnelles, ce qui reflèterait son caractère, encore une fois, pré-intentionnel. Donc, on peut avoir une sorte d'approche fonctionnaliste de l'humeur, c'est-à-dire au lieu d'essayer de la définir par un certain type de phénoménologie, etc., on peut l'aborder en termes de cause et d'effet. Et donc, on peut considérer qu'une humeur, c'est un état affectif qui est causé par certains stimuli. Donc, ça peut être des variations neurobiologiques, on va dire, internes, ça peut être un produit excitant qu'on a consommé, comme le café ou l'alcool, etc. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent l'entraîner. Et une fois qu'elle est installée, elle favorise la formation d'un certain nombre de croyances à la suite de jugements qui lui sont congruents, et elle influe sur également les désirs et sur leur effectivité, c'est-à-dire leur capacité à nous porter à agir. Alors, il y a un phénomène qui est connu en psychologie, c'est celui de la congruence des cognitions et des émotions à l'humeur. C'est-à-dire que quand on est d'une certaine humeur, on a des cognitions, c'est-à-dire des pensées, et des émotions, c'est-à-dire des états affectifs intentionnels, dirigés vers des objets particuliers, qui sont congruents à l'humeur, c'est-à-dire qui sont de même tonalité affective. Donc quand on est déprimé, on a des pensées tristes, de découragement, pessimistes, noires, etc. Et puis, on a aussi des émotions négatives qui se déclenchent plus facilement. On a plus facilement un accès de colère, de tristesse, de honte, de culpabilité, etc. Et donc cette congruence des cognitions et des émotions à l'humeur, eh bien, elle parle en faveur de l'idée que l'humeur amène à former certaines croyances, puisque parmi les cognitions, on a des jugements, notamment des jugements évaluatifs sur la situation, et on considère que les croyances, enfin, on considère généralement en philo de l'esprit que les croyances, ce sont des attitudes intentionnelles qui sont des dispositions mentales qui se forment à la suite de certains jugements. Donc, autrement dit, on est d'une certaine humeur, par exemple déprimé, ça nous amène à porter des jugements évaluatifs négatifs, par exemple juger que la situation politique internationale est très mauvaise ou que dans sa propre vie ça va très mal, et à la suite de ça, on forme la croyance correspondante, c'est-à-dire une disposition mentale à porter ce genre de jugement-là. Et puis, les jugements évaluatifs, ils peuvent aussi résulter d'une émotion qu'on a eue. Donc, on peut aussi imaginer un cas où l'humeur entraîne une émotion négative. Par exemple, je suis déprimé, donc j'ai honte dans une situation de la vie courante qui peut-être ne le justifie pas complètement. Mais à la suite de cette honte, je vais porter un jugement autodévalorisant, autodépréciatif sur moi-même. Et ce jugement m'amène à former la croyance correspondant à ce jugement, c'est-à-dire la croyance que je ne vaux pas grand-chose, etc. Et donc, une fois formées, les croyances ont à leur tour une influence sur les états mentaux occurrents et sur la conduite.
elle cause elle-même des jugements, des émotions et des actions. Donc si l'humeur entraîne la formation d'un certain nombre de croyances, on voit qu'après, elle a des effets assez profonds, assez vastes sur les états mentaux et la conduite, puisque les croyances elles-mêmes vont avoir un rôle causal à l'égard des états mentaux et de la conduite. Croire, par exemple, qu'on ne vaut pas grand-chose, avoir des croyances autodépréciatives, ça amène après, dans d'autres situations, à porter des jugements autodépréciatifs sur soi, à avoir des émotions de honte, de culpabilité, de tristesse, etc., et à avoir une conduite qui dépend de ces croyances-là, c'est-à-dire on va moins prendre d'initiative, essayer de faire des choses, parce qu'on ne croit pas en soi, tout simplement. On va voilà, s'isoler d'autrui, etc. Donc, si on a cette approche, entre guillemets, un peu fonctionnaliste de l'humeur, c'est-à-dire en se demandant quels sont les effets de l'humeur sur la vie mentale et les actions, et qu'on s'attache à remarquer ce phénomène de congruence des pensées et des émotions à l'humeur, et donc des jugements à l'humeur, eh ben, on voit que l'humeur peut influer sur les croyances, et donc sur les attitudes intentionnelles, et qu'elle influe aussi sur l'effectivité des désirs, c'est-à-dire la capacité des désirs à nous porter à agir, puisqu'on voit que quand on est, c'est assez intuitif, quand on est déprimé, même si on garde le désir ou la motivation de faire une certaine chose, eh bien l'humeur peut nous couper cette motivation, peut rendre ce désir ineffectif, c'est-à-dire euh, faire que le désir ne va pas nous porter à agir véritablement. Donc je peux par exemple avoir le désir de maintenir des relations d'amitié avec mes amis, et une fois dans un état dépressif, ne plus du tout avoir, enfin que ce désir-là ne me porte plus à agir, n'ait plus la force suffisante pour que je mène les actions, enfin je fasse les actions qui sont nécessaires à maintenir mes relations d'amitié. Donc j'ai pris l'exemple en question, je l'ai développé. Mettons que je porte des jugements pessimistes sur ma situation professionnelle, je forme des croyances pessimistes, cela me met d'une humeur déprimée. Donc encore une fois, l'humeur, elle n'a pas besoin d'être irrationnelle et d'être suscitée que par des stimuli comme des variations neurobiologiques, etc. Elle peut aussi résulter d'une situation. Cette humeur va favoriser des émotions et des jugements qui lui sont congruents, à la suite desquels se forment de nouvelles croyances pessimistes. Elle influence aussi mes désirs, par exemple, en l'occurrence, si c'est une humeur déprimée, elle rend mes désirs plutôt ineffectifs, elle fait qu'ils ne vont pas me porter à agir. Et puis, les croyances que j'ai formées vont causer de nouveaux jugements pessimistes et conjointement avec l'ineffectivité des désirs, via une conduite générale dans laquelle je renonce à agir, je renonce à poursuivre mes objectifs, mes buts, etc. Et ce rôle causal s'accompagne d'un rôle de justification, c'est-à-dire que les croyances que j'ai formées à la suite de mon humeur vont à la fois avoir une influence causale sur ma conduite et à la fois justifier ma conduite. Si on demande à une personne dépressive pourquoi est-ce qu'elle agit pas, pourquoi est-ce qu'elle renonce à faire un certain nombre de choses, ben, elle va pouvoir apporter des raisons de cette conduite qui lui viennent de ses croyances pessimistes, autodépréciatives à propos d'elle-même. Et inversement, les désirs que l'humeur rend ineffectifs, eh bien, correspondent au fait que on ne prend pas en compte les raisons qu'on pourrait avoir d'agir. Les raisons qu'elle pourrait avoir d'agir sont prises en compte par ses désirs, mais les désirs en question étant ineffectifs, ne la portant pas à agir, eh bien, c'est comme si les raisons d'agir en question étaient inactives, c'est-à-dire sans effet sur la conduite de cette personne qui est déprimée. Donc l'idée générale, c'est que l'humeur ou le climat affectif peut engendrer un réseau de croyances et les rendre particulièrement actives au niveau des états mentaux occurrents et de la conduite. Et donc le rôle causal de ces croyances sur les états mentaux et la conduite renforce la congruence à l'humeur des états mentaux, c'est-à-dire que l'humeur génère toute seule des pensées et des émotions de même tonalité affective, mais à la suite de ces pensées et de ces émotions-là, se forment des croyances qui elles-mêmes vont en retour causer des pensées et des émotions qui auront toujours la même tonalité affective. Et puis, les croyances vont aussi, encore une fois, causer et justifier une conduite qui est en adéquation, du coup, avec l'humeur, puisqu'elles ont elles-mêmes la même tonalité affective que l'humeur. Donc, les croyances en question vont causer la conduite congruente à l'humeur, au sens où elles la guident, où elles en sont ce qu'on peut appeler une cause structurante, alors que les états affectifs et motivationnels sont la cause déclenchante de la conduite. Donc ça, c'est une distinction que Lemaire emprunte à Dretski. Il y a cette idée que les croyances sont causes structurantes de la conduite, jouent comme des règles de la conduite qu'on suit. C'est-à-dire que c'est parce qu'on croit ceci et cela qu'on agit comme ci, comme ça, et donc les croyances guident la conduite, elles la causent au sens où elles la structurent, où elles l'orientent, où elles la guident. Là où les états affectifs jouent le rôle de cause déclenchante de la conduite, c'est-à-dire portent à agir, ou au contraire ne portent pas à agir s'il s'agit de désirs, encore une fois, ineffectifs ou d'une absence de motivation.
Et donc, on peut considérer que les croyances sont des causes rationnelles de la conduite, sont susceptibles de la justifier, puisqu'elles prennent en compte des raisons. Et ça ne veut pas dire que les croyances sont forcément conscientes, c'est-à-dire ça ne veut pas forcément dire qu'on se les auto-attribue, parce qu'elles peuvent ne se manifester qu'au niveau de la conduite. On peut être d'une humeur déprimée, former un jugement pessimiste ou autodépréciatif sur soi, former une croyance à la suite de ce jugement, et plus tard dans notre conduite, cette croyance va se traduire par le fait qu'on n'agira pas, qu'on n'aura pas confiance en soi, qu'on n'interviendra pas dans une certaine situation, sans que, à ce moment-là précis, on s'attribue nécessairement cette croyance, qu'elle soit consciente au sens de la conscience d'accès. Simplement, elle est là, on l'a formée, et donc elle cause la conduite, encore une fois, de façon structurante, en la guidant, en jouant un rôle de règle de cette conduite, de démotivation, d'abandon, de renoncement à, encore une fois, poursuivre ses objectifs et ses buts. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'à chaque type d'humeur pourrait correspondre un certain réseau de croyances, et donc une certaine conduite qui, encore une fois, est guidée par ces croyances-là. Donc, pour l'humeur dépressive, ça pourrait être des croyances pessimistes, défaitistes, autodépréciatives, qui vont guider, structurer une conduite de renoncement à agir. Pour l'humeur euphorique, c'est à l'inverse des croyances optimistes, d'espoir et de valorisation de soi, qui vont guider une conduite entreprenante, une conduite d'exploration du monde et de l'environnement immédiat. Pour l'humeur anxieuse, ça pourrait être des croyances dans une menace présente ou future, et elle pourrait structurer une conduite d'évitement des risques ou des situations à risque. L'humeur triste, ça pourrait être un réseau de croyances dans l'éventualité d'une perte qu'on pourrait subir et d'un isolement dans lequel on pourrait se trouver. Et donc, elle pourrait causer ou conduire à engendrer une conduite exprimant la douleur pour recevoir un soutien, pour être protégé de cette perte et de cet isolement. L'humeur irritable, eh bien, elle pourrait conduire à former des croyances dans le fait qu'on est offensé, quand dans une situation on est offensé, victime de quelque chose, et donc structurer une conduite qui serait plutôt une conduite agressive, visant à se défendre ou à riposter contre l'offense supposée. Et donc ce qui serait distinctif d'une humeur, ça serait pas tant ses causes que ses effets sur les états mentaux, sur les attitudes intentionnelles, notamment ses effets sur les croyances et puis aussi sur les désirs. Donc les causes d'une humeur, ça semble pouvoir être des stimuli, notamment, des faits environnementaux divers et variés, qui peuvent être évalués de façon inconsciente, ou bien une variation neurobiologique, encore une fois, qui ont pas besoin d'être corrélées à des stimuli spécifiques. Donc là, dans le dispositif de Milgram, on peut penser qu'il y a des stimuli, comme par exemple, Milgram remarque que le fait que l'expérimentateur ait une blouse grise, c'est probablement un symbole d'autorité qui est interprété comme tel par le participant. Ça peut être tout à fait inconscient. Le participant voit la blouse et la blouse joue comme un fait environnemental qui est un stimuli qui va le mettre dans une certaine humeur, dans un certain climat affectif, parce qu'elle est interprétée inconsciemment au niveau d'une évaluation qui est faite sans qu'il y ait accès comme un symbole d'autorité qui du coup requiert le respect, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, les effets de l'humeur vont être de moduler les croyances et les désirs de l'individu, donc d'engendrer un certain réseau de croyances qui, encore une fois, se forment à la suite de jugements congruents à l'humeur, de jugements qui sont de même tonalité affective de l'humeur. Et l'humeur va aussi faire varier l'effectivité des désirs, donc en l'occurrence, elle va peut-être rendre les désirs sociaux liés au conformisme social, etc., plus effectifs, plus à même de se traduire par des actions, de porter le participant à agir, et inversement faire baisser l'effectivité des désirs d'être moral, d'agir moralement, de faire le bien pour son prochain, etc. Et donc, on peut dire que les désirs et les croyances, ce sont des attitudes intentionnelles dispositionnelles qui sont constitutives de notre sensibilité aux raisons. C'est ça qui est important de voir, c'est-à-dire que c'est à travers les désirs et les croyances qu'on prend en compte un certain nombre de raisons qu'on peut avoir d'agir ou de ne pas agir de telle ou telle manière. Encore une fois, les raisons, c'est des faits ou des considérations qui comptent en faveur de certaines actions. Et donc, le fait que dans une certaine situation, il y ait des raisons de faire ceci ou cela, c'est quelque chose qu'on peut dire objectivement, mais pour l'agent individuel, les raisons en question, elles doivent être prises en compte d'une manière ou d'une autre, et le mécanisme psychologique, c'est le fait d'avoir un désir ou une croyance qui est réceptif à ces raisons-là, qui les prend en compte et qui est susceptible de jouer ensuite un rôle dans la conduite. Donc si la conduite répond à certaines raisons, c'est parce qu'elle est
déterminées causalement par des croyances et des désirs, donc encore une fois comme cause structurante et déclenchante, qui elles-mêmes prennent en compte, enfin croyances et désirs qui sont des attitudes intentionnelles qui elles-mêmes prennent en compte les raisons en question. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que les croyances et les désirs sont constitutifs de la sensibilité aux raisons, et donc c'est pour ça que ça a un sens aussi de les considérer comme des traits de personnalité, puisqu'on peut juger que la personnalité d'un individu, elle est en grande partie sa sensibilité aux raisons. Dans quelle mesure est-ce qu'on est sensible à des raisons? À quel genre de raisons est-ce qu'on est sensible? Des raisons morales ou d'autres types de raisons? Et donc, si l'humeur est capable d'avoir une influence sur les désirs et les croyances, eh bien, elle est capable, dans un certain contexte, de moduler ses attitudes intentionnelles et donc de moduler la sensibilité aux raisons et de rendre l'agent plus réceptif à certaines raisons à travers ses états mentaux et sa conduite, plutôt qu'à d'autres. Donc voilà un peu l'explication générale. Le climat affectif influence la sensibilité aux raisons, il cause une certaine conduite via son influence sur les croyances et les désirs. Notamment, il peut engendrer et rendre assez actif un réseau spécifique de croyances et moduler l'effectivité des désirs, de sorte à mettre un certain ensemble de raisons au premier plan. Ces raisons, elles vont être prises en compte dans les états mentaux occurrents et dans la conduite qui résulte de ces états mentaux, enfin des croyances et des désirs. Et donc, c'est à ces raisons qui sont mises au premier plan que la conduite répond. Et donc, quand le climat affectif évolue ou disparaît, eh bien, on peut considérer que les raisons en question cessent d'être mises au premier plan dans la délibération et l'action. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une sorte de discontinuité ou de sentiment de discontinuité entre le moment où le participant est dans le dispositif de 1000 grammes et le moment où il n'y est plus, et où il est donc plus soumis à ce climat affectif. Tant qu'il y était, le climat affectif, l'humeur, mettait au premier plan certaines croyances, certains désirs, et donc certaines raisons d'agir. Quand il n'y est plus, eh bien, on va dire que la contrainte du climat affectif est levée et que donc ces autres croyances, ces autres désirs, ceux qui sont plus permanents, plus anciens peut-être, plus constitutifs de sa personnalité morale jusque-là, eh bien, vont retrouver un poids équivalent et que donc d'autres raisons vont retrouver un poids équivalent dans la délibération et dans l'action. Euh, et donc, pour finir, je voudrais décrire en termes de pratique la fameuse conduite d'obéissance et donc les actions qui constituent cette conduite. Donc l'idée, c'est que, comme Milgram a parlé d'un état agentique, il a considéré la conduite d'obéissance comme, encore une fois, une conduite automatique, irrationnelle, etc. Une fois qu'on va à l'encontre de ça et qu'on dit, bah, en fait, c'est quand même une conduite qui répond à des raisons, mais les raisons en question, elles ont été, entre guillemets, fabriquées par le climat affectif parce qu'il avait une influence sur les croyances et les désirs, à quoi est-ce qu'on aboutit en termes de caractérisation, de qualification de la conduite elle-même? Est-ce que, voilà, si c'est pas une conduite irrationnelle, automatique, quel genre de conduite est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on doit la caractériser? Et donc, là, l'idée, c'est de faire appel à la notion de pratique, qui est utilisée en philosophie de l'action et qui est empruntée à Wittgenstein. C'est l'idée que une pratique, c'est un certain type de conduite, un certain type de chaîne d'action intentionnelle, c'est-à-dire qui visent des finalités. Donc, c'est pas du tout quelque chose comme un comportement automatique, non intentionnel, tel que l'état agentique décrit par Milgram. Mais par contre, une pratique, c'est l'idée que les actions parfois s'inscrivent dans un certain contexte. C'est l'idée d'un certain nombre d'actions qui s'inscrivent dans un certain contexte. Donc, c'est une notion qui est mise en évidence par des théories contextualistes de l'action, et en l'occurrence, j'ai mobilisé la théorie de Shapiro. Et donc, ça permet de rendre compte de phénomènes de psychologie morale tels que ceux qu'on observe dans l'expérience de Milgram, c'est-à-dire des phénomènes dans lesquels l'action a l'air d'être fortement déterminée par le contexte, la conduite a l'air d'être fortement déterminée par le contexte. Alors, Shapiro nous dit qu'une action, d'une part, elle change quelque chose dans le monde, elle a des effets réels, entre guillemets, et d'autre part, elle est porteuse de signification. Donc, Shapiro va mobiliser à la suite de Rawls la notion wittgensteinienne de pratique pour décrire le fait que certaines activités n'ont pas tellement de finalité en termes d'effets réels dans le monde, mais davantage de finalité qui concernent le fait d'être porteur de signification. Donc, ça va être des activités qui manifestent des règles, qui manifestent un certain ordre normatif, qui par là même structurent ces activités-là et existent à travers elles. Par exemple, les actions par lesquelles on respecte le code de la route manifestent un ordre normatif qui est justement le code de la route, donc un certain nombre de règles qui nous sont prescrites, qu'on doit suivre sur la voie publique, ou bien les actions qui permettent de jouer à un jeu de société. Les actions en question manifestent les règles du jeu, elles font exister en même temps l'ordre normatif qui les structure, c'est-à-dire qu'elles font exister le jeu de société
comme ensemble de règles qu'on doit suivre si on veut jouer à ce jeu-là. Et donc, ce que dit Shapiro, c'est que la notion de pratique, telle que l'a définie Rawls, telle que Rawls l'emprunte à Wittgenstein, elle s'applique à de nombreux contextes où les actions à la fois changent quelque chose dans le monde par des effets réels, mais changent aussi quelque chose dans le monde par le fait qu'elles manifestent des règles spécifiques qui les structurent. Donc l'idée, c'est que le fait de manifester des règles a aussi de l'importance. Et c'est aussi quelque chose qui change quelque chose dans le monde. Donc il y a des actions qui, entre guillemets, font les deux, c'est-à-dire produisent des effets à la fois directement et indirectement par leurs effets de signification, par le fait qu'elles manifestent les règles d'un jeu, entre guillemets, ou en tout cas plus largement un certain ordre normatif. Euh, alors, avec la notion de pratique, on a la possibilité de considérer des activités qui s'inscrivent dans un contexte, et donc dans ce contexte-là, une action valable et réussie, c'est un ensemble de mouvements qui atteint ses finalités en respectant les règles propres à la pratique en question. Donc, dans un certain contexte, les actions doivent respecter une certaine règle pour un certain nombre de règles pour être réussies, et elles produisent donc leurs effets à la fois de façon directe et de façon indirecte en manifestant ces règles et en manifestant le fameux ordre normatif qui définit, on va dire, la pratique dans ce contexte-là. Et donc, agir selon les règles, ça revient à participer à la pratique, au sens de contribuer pleinement à la maintenir, puisque la pratique n'existe que parce que les règles sont suivies par des agents dans leurs actions effectives, le code de la route n'existe que parce qu'on le respecte, et que suffisamment de gens le respectent, le jeu de Monopoly n'existe que parce qu'on suit les règles du Monopoly quand on a affaire au plateau. Si on déroge trop aux règles, au bout d'un moment, c'est plus un Monopoly. Le jeu en question n'est pas. Donc ça, c'est l'idée de ce que c'est une pratique. Donc on peut résumer en disant que c'est un ensemble de règles implicites qui structurent les actions et dont l'institution, dans un certain contexte, va de pair avec la délimitation d'un espace de raison qui valent pour ces actions. Puisqu'à la fois on suit des règles et ces règles manifestent un ordre normatif qui du coup nous donne des raisons d'agir de telle ou telle manière. Si j'ai des raisons de laisser passer la personne qui arrive sur ma droite, c'est parce que dans le code de la route, il y a une règle qui dit que il faut faire ça. Et donc, si je veux faire exister, entre guillemets, le code de la route à travers mes actions, donc si je veux participer à cette pratique, eh ben, ça me donne une raison d'appliquer cette règle-là, de suivre cette règle-là. Euh, et donc, on peut envisager le dispositif de Milgram comme conduisant à l'institution d'une pratique en ce sens-là. C'est-à-dire que comme on a envisagé le dispositif de Milgram comme générant un certain climat affectif qui va lui-même mobiliser un réseau de croyances et de désirs, eh bien, on peut considérer maintenant les croyances comme véritablement des règles de conduite. On a déjà fait appel à cette idée en disant que les croyances, c'était les causes structurantes de la conduite, c'est-à-dire pas les causes déclenchantes comme les désirs, mais les causes structurantes, c'est-à-dire qu'elles causent la conduite en la guidant, donc en valant comme règles de la conduite. Donc si on considère que les croyances valent comme des règles d'action, eh bien, on a les règles de notre pratique. Elles sont données par le réseau de croyances qui a été mobilisé par le climat affectif. Et les désirs en question interviennent aussi, et croyances et désirs vont donner des raisons à la conduite. Donc on voit qu'on a bien l'institution d'une pratique, au sens où on a bien l'institution d'un ordre normatif, d'un ensemble de règles qui prescrivent une certaine conduite, et qui en même temps lui donnent des raisons, la justifient d'une certaine manière, à l'intérieur de cet ordre normatif-là. Et donc, là, dans le dispositif de Milgram, ça serait une pratique d'obéissance à l'autorité, qui donc est un ensemble de règles d'obéissance. C'est une sorte de réseau structuré de règles d'obéissance. Et il y a des raisons de faire telle ou telle action qui témoignent de cette obéissance, d'avoir la conduite d'obéissance, qui sont données par les croyances qui tiennent lieu de règles, justement. Donc l'idée, c'est que le climat affectif peut entraîner la détermination d'un ensemble de règles d'action et d'un espace spécifique de raisons justifiant ces actions, et donc la mise en place d'une pratique. On peut considérer que pour le participant au dispositif de Milgram, un climat affectif d'obéissance à l'autorité est engendré par le dispositif, encore une fois peut-être à partir d'évaluations inconscientes de stimuli environnementaux comme la blouse de l'expérimentateur. Ce climat d'obéissance à l'autorité va engendrer, via des jugements congruents à l'humeur, un réseau de croyances qui concerne un devoir social d'obéissance à l'autorité, et il va aussi mobiliser des désirs d'obéissance ou de conformisme social. Donc il va mettre au premier plan ses attitudes intentionnelles, ses croyances et ses désirs, et en même temps seront mises au premier plan les raisons sociales qu'on peut avoir d'obéir qui justifient la conduite d'obéissance.
Eh bien, quand on a décrit les choses comme ça, on voit que si les croyances, enfin, dans la mesure où les croyances valent comme règle de la conduite d'obéissance, et que croyances et désirs de conformisme social donnent ses raisons à cette conduite, eh bien, ce qu'on a, c'est une pratique d'obéissance, c'est-à-dire une Hmm. activité qui, encore une fois, manifeste un certain ordre normatif et produit des effets à la fois par le fait de manifester cet ordre, cet ensemble de règles qui prescrivent l'obéissance sociale, et par les effets directs qu'elles ont. Donc on peut dire que le fait que les attitudes intentionnelles concernées et la mise en place de la pratique soient causées par le climat affectif, c'est ça qui pourrait rendre compte du sentiment d'être contraint dans sa conduite, d'agir contre soi-même, et créer donc une discontinuité dans l'intelligibilité de sa propre conduite. C'est-à-dire que les participants disent: «Je ne comprends pas pourquoi j'ai agi comme ça». Et ce qui leur échappe, c'est que quand ils étaient dans le dispositif, encore une fois, ils étaient dans un certain climat affectif qui exerçait une contrainte sur eux et sur leurs attitudes intentionnelles, qui mettait au premier plan certaines croyances et certains désirs, et donc certaines raisons d'agir. Et donc dans le dispositif, il leur paraissait évident qu'il fallait obéir, que c'était la conduite qui était attendue d'eux, qui était requise, et ça s'inscrivait encore une fois dans une pratique d'obéissance, c'est-à-dire dans le fait que leur action manifestait ces règles, cet ordre normatif-là, et était justifiée par les raisons qu'il pouvait y avoir d'être obéissant. Et donc, on peut dire que les règles et les raisons valables pour agir sont dépendantes du climat affectif qui, de ce fait, participe à l'institution d'une pratique, encore une fois en mettant au premier plan certaines croyances, certains désirs et donc certaines raisons. Et cet engendrement du climat affectif, encore une fois, n'est pas toujours conscient. C'est pour ça aussi qu'il est difficile pour le participant d'avoir la pleine intelligibilité de sa propre conduite, et puis pour quelqu'un qui est en dehors du dispositif de 1000 grammes, de comprendre que le jugement qu'il porte abstraitement, en étant en dehors du dispositif de 1000 grammes, ne rejoint pas du tout la conduite qui est réellement adoptée par les participants qui sont vraiment dans le dispositif. Donc, ils sont soumis à un climat affectif qui a pu être engendré de façon inconsciente par l'évaluation inconsciente d'indices perceptuels comme le fait de se trouver dans une université prestigieuse, puisque l'expérience se déroule, enfin, dans la plupart des variantes à Yale, la blouse de l'expérimentateur, son ton de voix impératif, donc voilà, tous les stimuli qui sont susceptibles d'être évalués inconsciemment et de conduire à une certaine humeur. Et voilà, le fait que certains participants agissent à contre-cœur et finissent par désobéir, eh bien, Milgram décrit un climat de tension, et on peut considérer que ce climat de tension est différent du climat affectif dans lequel sont les participants qui obéissent au moment qu'ils obéissent. On peut imaginer que ce climat de tension reflète quelque chose d'autre, donc un autre type de pratique, peut-être la formation de croyances qui sont concurrentes à celles du devoir d'obéissance sociale, justement des croyances liées à un devoir moral de ne pas faire souffrir l'autre, et donc la contrainte du climat affectif n'est pas totale, ou le climat affectif est différent, et donc la pratique est différente, et on observe l'action de désobéir. On peut considérer que l'évolution du climat affectif qui précède la désobéissance, donc vers un climat de tension, encore une fois c'est les termes de Milgram, ça reflète la formation de nouvelles croyances qui sont susceptibles de se manifester par l'action de désobéir, ou bien simplement le fait que le climat contraignant qui a mis en place une pratique d'obéissance est en train de se modifier et d'avoir une contrainte moins forte sur les attitudes intentionnelles du participant. Donc je conclus, je vois qu'il est déjà un peu tard. Ce que j'ai proposé, c'est une sorte de solution métaéthique ou de psychologie morale qui fait intervenir un mécanisme psychologique pour essayer de rendre compte du décalage entre les raisons d'agir qui l'emportent lorsqu'on considère abstraitement le dispositif de 1000 grammes et les raisons d'agir qui l'emportent quand on est vraiment placé dans le dispositif de 1000 grammes, c'est-à-dire celles qui expliquent, qui rendent raison de la conduite d'obéissance du participant moyen. Et donc l'idée, c'est que le climat affectif mobilise un réseau spécifique de croyances et influe aussi sur les désirs, de manière à causer une certaine conduite tout en la justifiant par certaines raisons, parce que ces croyances et ces désirs prennent en compte les raisons auxquelles répond cette conduite. Et donc, on peut résumer ça en disant que le climat affectif module notre sensibilité aux raisons et fait qu'on se retrouve à être plus sensible, en l'occurrence, à des raisons sociales qu'à des raisons morales, à des raisons sociales d'obéir qu'à des raisons morales de désobéir. Et donc, pour qualifier la conduite du participant à l'expérience de Milgram, on pourra parler d'une pratique d'obéissance
plutôt que de parler d'un état d'automatisme, d'un état agentique, etc. Une pratique, encore une fois, ça décrit pas des actions involontaires, ça décrit bien des actions intentionnelles qui ont une finalité, qui sont faites volontairement, mais qui fonctionnent suivant un ensemble de règles implicites et de raisons valables dans un certain contexte. Et en l'occurrence, on peut considérer que s'il y a l'institution d'une pratique d'obéissance, c'est peut-être en raison de justement un certain climat affectif qui, encore une fois, voilà, met au premier plan certaines croyances et certains désirs, et donc, à travers les croyances notamment, certaines règles d'action et certaines raisons d'agir, ce qui constitue justement une pratique voilà, dans la théorie de Chapiron. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Euh, et oui, voilà, bon, je répète encore des choses que que j'ai dites, donc on peut s'arrêter. Et puis, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Chers tous, pardonnez-moi, je suis effectivement un tout petit peu absente à cause d'un accident qui fait que je ne peux pas être avec vous. Merci infiniment, Elodie, d'avoir géré tout cela. Je vais devoir de nouveau vous quitter, hélas, parce que je suis à l'hôpital. Mais n'hésitez pas à continuer la discussion. La séance est enregistrée. Je m'en réjouis de pouvoir la réécouter. J'ai vu la fin, ça a été vraiment magistral. Je suis sûre qu'il y a de très belles questions. Déjà, dans le chat, il y a des belles questions. Je vous laisse gérer tout cela tous ensemble et à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup, Anna, et bonne chance, hein, surtout, bon courage. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être, ouais, je vais regarder dans le chat certaines remarques. Euh, oui, alors, oui, je vais redonner la définition, enfin, la référence qui était cachée. Donc, c'est Stéphane avec PH, et c'est un article de 2017. Le prénom, c'est Hakim. Donc, Hakim Stéphane, il parle d'un caractère préintentionnel de l'humeur. Euh, alors, oui, j'ai pas mis la réponse au bon endroit. Euh, alors, donc la définition de la dépression, ouais, je sais, oui, ce que je disais sur la dépression, c'est sans doute assez proche de la manière dont elle est définie ou théorisée, en tout cas, notamment dans les approches cognitives. Donc, je sais pas si c'était, enfin, voilà, je réponds à la question un peu après coup. Y a-t-il une façon de changer une humeur négative, croyance, conduite? Alors oui, c'est ça, c'est le problème des humeurs, c'est que bah, les déterminants de l'humeur, leurs causes, sont assez mal compris et maîtrisés, quoi. Soit parce que c'est encore une fois des variations qui peuvent être irrationnelles, encore une fois des variations neurobiologiques qu'on ne contrôle pas et qui répondent pas à des faits, à des circonstances ou à des raisons, soit parce que ça peut être des faits qui sont pris en compte, mais encore une fois peut-être par des évaluations inconscientes dont on ne s'aperçoit pas. Et dans le dispositif de Milgram, c'est probablement ça, c'est-à-dire c'est probablement des évaluations inconscientes de l'expérimentateur comme incarnant une autorité scientifique, etc., qui crée un certain climat affectif si on accepte cette explication que j'ai proposée. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Bah, Margot, allez-y, si vous voulez poser votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, j'avais du coup une question. Est-ce qu'il y a, niveau proportionnellement par rapport aux, comment dire, aux personnes qui ont participé à l'expérience de Milgram, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont, comme vous avez dit qu'ils ils agissaient un peu contre eux-mêmes, contre leurs valeurs? Est-ce que enfin, la proportion était vraiment si énorme que ça? Alors, c'est vrai que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais quand j'avais lu quand même donc les articles et le livre de 74, et d'ailleurs il y a une version française que j'ai ici quelque part sur les slides de 2017, qui s'appelle Obéissance à l'autorité. Il me semble que c'était de l'ordre d'une personne sur deux quand même. Il me semble que c'était 50% des gens qui disaient qu'ils étaient euh, très choqués de ce qui s'était passé, qui comprenaient pas qu'ils avaient agi, enfin pourquoi ils avaient agi comme ça. Mais bon, voilà, je dis ça, je m'en souviens, il me semble me souvenir de ça, mais encore une fois, il faudrait vérifier le chiffre exact. Donc après, oui, il y a aussi des gens, vous avez raison d'insister là-dessus, pour qui il n'y a pas de problème éthique à résoudre, parce que même après, en dehors
enfin même en dehors de l'expérience, ils disent que bah, voilà, ils ont obéi parce qu'on leur a donné un ordre et que c'était comme ça qu'en fait voilà la confiance qu'ils accordent à l'autorité scientifique, à l'université de Yale, à la personne qu'ils avaient en face d'eux, justifiait d'obéir quel que soit l'ordre qui leur était donné et que voilà. Alors après il y a plein d'autres explications que j'ai pas citées, mais par exemple sur la diffusion de la responsabilité. Donc les explications qui ont été données, c'est que le participant ne se sent pas véritablement responsable parce que l'ordre lui est donné par quelqu'un d'autre et qu'il y a plein d'autres personnes qui sont censées avoir réfléchi à l'expérience, l'avoir mis en place, etc. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres expériences de psychologie sociale, c'est-à-dire que bah, c'est l'effet Badeau. Si, ça rejoint un peu l'effet Badeau. Bon, la diffusion de la responsabilité, c'est si, voilà, si on est plusieurs à être responsables d'une chose qui est en train de se passer, ça diminue le sentiment de responsabilité de la personne elle-même, et donc potentiellement, c'est moins difficile pour elle de faire quelque chose qu'elle n'assume pas complètement, entre guillemets. Et puis après, il peut y avoir des formes simplement de mimétisme. Donc l'effet Badeau, c'était des expériences dans lesquelles, c'est pareil, les années 60-70, c'est toujours dans le débat sur le situationnisme. Quelqu'un est victime d'un accident, il y a un certain nombre de gens qui s'arrêtent et qui se contentent de regarder sans aller l'aider. Plus il y en a, plus les personnes qui arrivent vont adopter la même attitude de rester de simples badauds et de pas aller prêter main forte. Donc, c'est vrai, enfin, ce que vous dites, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont le sentiment d'agir contre eux-mêmes et d'autres non, soit parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'une responsabilité très forte, parce qu'ils se disent que l'expérience, elle est organisée indépendamment d'eux, euh, soit parce que voilà, ils ont peut-être des valeurs et des normes qui font que l'autorité prime, l'autorité sociale prime, l'autorité scientifique, voilà. Mais c'est quand même, enfin. Voilà, il me semble que c'était quand même une bonne majorité des gens qui avaient obéi, qui étaient mal à l'aise avec le fait d'avoir obéi et qui, encore une fois, étaient choqués et comprenaient pas leur propre conduite, quoi. Je dirais une bonne moitié, peut-être plus. Mais déjà, c'était 80% des gens, je crois, qui vont jusqu'à des intensités létales. Ça veut dire quand même qu'il y a déjà 20% des gens qui désobéissent avant. Euh, qui désobéissent plus tôt. Et qui du coup ont pas non plus ce problème éthique, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour eux, ils disent, bah non, mes valeurs et mes normes font que je n'obéis pas à des ordres comme cela, et de fait, bah voilà, ils n'ont pas obéi, ou ils ont obéi un peu, mais assez rapidement, quand ils ont vu que les électrochocs supposés simulés étaient devenus trop forts, ils ont arrêté. Oui, le problème, il existe que peut-être pour une moitié des gens, quoi, qui ont obéi et qui en même temps ont désavoué ce qu'ils ont fait. Alors, Alors après, oui, la question. Donc il y avait deux questions sur l'empathie. Euh, Est-ce qu'on aurait autant obéi à Milgram s'il avait ordonné des actes altruistiques plutôt que des décharges électriques? Bah, c'est une très bonne question. Je ne sais pas trop. Euh, je sais pas trop. Bah, si on se dit que la plupart des gens sont plutôt moraux et altruistes, il n'y aurait pas eu de conflit morale ou de conflit envers eux-mêmes à obéir à des actes altruistes, donc il y aurait eu d'autant plus d'obéissance, on peut imaginer dans un cas comme ça. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Et l'autre question sur la conception individuelle de l'empathie, quel pourrait être le rôle de la conception individuelle de l'empathie dans la fabrication de l'humeur? Je suis pas sûre de comprendre complètement la question, c'est-à-dire, euh, est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que... Ah, Ah, si l'expérience est à refaire, quelles précautions sont là? Alors, donc, le rôle de l'empathie, donc simplement, je pense que l'humeur, enfin, ce qui est en général admis en philo et en psycho, c'est qu'une humeur, elle peut résulter. Ah oui, est-ce qu'on fabrique soi-même son humeur? D'accord. Ouais. Bah, c'est plutôt quelque chose qui a l'air de nous échapper. Donc, en philo et en psycho, en général, on considère que l'humeur, elle peut être provoquée soit par des facteurs arationnels, donc typiquement, je bois du café, ça me met dans un état d'excitation, je bois de l'alcool, ça me désinhibe, etc. Soit des facteurs peut-être rationnels, alors, peut-être inconscients, mais en tout cas une évaluation de la situation, et ensuite je suis d'humeur irritable, ou je suis triste, ou je suis déprimée. Euh, et éventuellement, ça pourrait aussi, enfin, c'est parfois aussi expliqué comme quelque chose qui résulte d'une série d'émotions ou d'autres états mentaux. Mais par exemple, j'ai une série d'émotions négatives et à la fin, ça me fait basculer dans une humeur déprimée.
Donc, dans tous les cas, c'est plutôt des choses qui nous échappent. Et j'ai envie de dire que si on contrôle son humeur, apparemment, c'est de façon plutôt indirecte, en manipulant des facteurs comme justement peut-être consommer des produits excitants si on veut être d'une humeur plus élevée ou plus entreprenante, etc. Mais je vois pas à première vue. Enfin, voilà, ou alors on aurait des. Enfin, ouais, on peut avoir des techniques pour influencer sa propre humeur, mais qui vont être indirectes, quoi, qui vont agir via les fameux facteurs irrationnels ou via les émotions. Je vais essayer de me mettre dans des situations qui suscitent des émotions positives chez moi pour que ça me mette d'une bonne humeur. Oui, ça, à la limite, je vois que ça peut, enfin, ça pourrait s'accorder avec ce que la psycho et la philo disent sur les facteurs des humeurs. Sinon, je vois pas trop d'autres manières de fabriquer son humeur. On peut le faire, mais voilà, indirectement, en agissant sur les facteurs dont on pense qu'ils ont un effet sur sa propre humeur. Et après, si l'expérience était à le refaire, quelles précautions seraient à prendre? Alors oui, l'expérience, elle a été refaite. Enfin, il y a des répliques récentes que j'ai citées à un moment sur une slide, euh, mais qui ont pris des précautions éthiques, c'est-à-dire, enfin, je me souviens plus exactement des articles, mais je crois que c'est par exemple chez donc Burger 2009. Euh, c'est pas des tâches aussi graves, par exemple. C'est pas des électrochocs. C'est une autre situation d'obéissance, mais dans un cas qui est moins, voilà, dont les conséquences seraient beaucoup moins graves s'il était réel et pas simulé. Et donc, ça évite que les participants aient un choc trop grand enfin, après avoir participé à l'expérience, quoi. Euh, alors, euh, alors peut-être Ariane Bazan, si vous voulez poser votre question, vu que vous aviez levé. Oui, merci. Merci de votre présentation. Alors, je pense avoir pu vous suivre, peut-être pas complètement, vous me corrigerez. Donc, vous avez parlé de causes structurantes et de causes déclenchantes. J'ai une question, on va dire plutôt naïve et banale et directe. Est-ce que vous mettez de côté l'hypothèse qu'il y ait une cause, que la volonté est divisée et que parmi les différents désirs que nous avons, qu'il y ait aussi un désir de faire du mal, enfin, de causer des dommages, voire d'être violent, d'être violent au point de peut-être donner un coup mortel, et que l'humeur ou l'ambiance peut désinhiber quelque chose. Euh, Vous avez dit à un moment donné que éventuellement euh, ce qu'il y avait comme humeur induite par l'ambiance pouvait éventuellement faire une volonté qui serait plus la volonté du sujet, qui serait plus structurante et vous avez aussi dit plus ancienne, soit en fait mise de côté ou enfin, diminuée par rapport à quelque chose qui est induit par l'humeur ou par l'ambiance. Mais pourrait-on faire l'hypothèse inverse que elles désinhibent, qu'elles permettent la décharge de quelque chose qu'il y a aussi, qui est peut-être même en fait plus ancien, mais pas nécessairement pour ça plus identitaire. Je veux dire, on peut avoir enfin, il me semble, on peut avoir des pulsions agressives, voire létales, sans être pour autant de cette identité-là. Que fait-on? Quelle est la gestion de cela? Et la question, ce ne sont pas les pulsions anciennes qui doivent être égales à notre identité. On a notre histoire, on a notre structuration. Voilà, c'est ma question. Oui, c'est très intéressant. Oui, oui, en fait, je suis d'accord avec vous. En fait, oui, oui, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme l'humeur qui, dans certaines circonstances, module ou influe enfin, module nos attitudes, influe sur nos attitudes et donc sur notre conduite. Euh, et oui, quand je dis qu'elle peut modifier l'effectivité des désirs, c'est-à-dire il me semble qu'elle peut rendre certains désirs moins effectifs, moins prônes à nous porter à agir, et inversement, elle pourrait activer davantage certains désirs et rendre certains désirs plus effectifs, les pousser à nous, enfin les rendre plus actifs dans la conduite, les pousser à nous faire agir. Alors du coup, est-ce que ces désirs, ça peut inclure des pulsions anciennes au sens euh, dans l'histoire de l'humanité ou dans plus profond dans notre structure plus enfouie, quoi. C'est ça que vous.
Si je peux me que vous permettre, suggérez. oui, on pourrait dire ça, mais on peut aussi dire que jusqu'à un certain âge de notre évolution comme humain, on n'a pas l'idée que la mort soit quelque chose de définitif. Ça vient vers 4, 5, 6 ans, et on va dire, avant cet âge-là, la mort, elle est vue comme réversible. Les enfants prennent conscience de l'irréversibilité de la mort, c'est une espèce de catastrophe, un peu vers la 5-6 ans, certains sont plus précoces, mais jusque-là, en fait, c'est un peu comme dans ce dessin animé de Coyote, de Looney Tunes, on peut être écrasé par un bloc de pierre, il y a un train qui peut rouler dessus, et puis 2 secondes après, on est à nouveau là. Donc, quand je dis plus ancien, c'est que souhaiter la mort de quelqu'un, souhaiter, entre guillemets, qu'il crève, disparaît, peut être ancien parce que, voilà, parce qu'il y a une période où c'est pas si grave, entre guillemets. Et les dessins Ouais. animés, là-dessus. Ouais, je comprends. Dans l'histoire du développement psychologique individuel, c'est Voilà, ça, ancien dans voilà, l'histoire. C'est très voilà. intéressant, c'est très intéressant. Oui, et ça fait pour autant pas partie de notre personnalité au sens où c'est pas les attitudes dans lesquelles la personne comment dire, s'est stabilisée à l'âge adulte ou voilà, c'est pas ce qui constitue ses dispositions les plus, enfin, ce qui se manifeste dans sa conduite Bah, courante. chacun de nous a faire avec ça. On va à un moment donné, donc, bon, il y a cet âge entre 5 et 6 où plein de catastrophes psychiques arrivent, entre autres l'irréversibilité de la mort, et puis chacun doit faire avec ça et restructurer ça. Donc oui, ça fait partie de notre personnalité, mais toute la restructuration fait aussi partie de notre personnalité. Et les deux peuvent en fait un peu Coexister. oui, coexister, voilà. À des strates un peu différentes. Voilà, voilà. Et Ouais, coexister ouais. plus fortement chez certains, dû à leur histoire, ou moins fort dû à leur histoire. Voilà. Mais la volonté reste divisée. Quelque chose supplante, restructure, mais ça ne veut pas dire que voilà, ces pulsions ou ces élans premiers disparaissent. Je suis d'accord avec vous, c'est très intéressant. Oui, oui, j'ai pas beaucoup creusé et approfondi encore tout ça, mais c'est vrai que ça serait très intéressant de voir l'humeur comme quelque chose qui peut moduler justement ces strates et faire peut-être qu'on se branche sur une strate différente ou faire remonter à la surface des choses qui sont recouvertes habituellement, enfin des désirs ou des croyances, en tout cas des dispositions qui sont recouvertes par d'autres dans la vie plus courante. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Peut Oui, oui, expliquer des phénomènes de meute, des phénomènes soudains. La guerre peut donner un alibi pour que tout d'un coup les gens se montrent très violents, soudainement, comme on a vu au Rwanda, par exemple. Oui, oui. On a envie de dire que la disposition, elle était quand même en eux, qu'elle n'est pas émergée, mais qu'elle a été activée par quelque chose, quoi. Un Et alibi, un ouais, alibi donné pour désinhiber. Et moi, je vois aussi l'expérience de Milgram un peu sous cet angle-là. Un cet alibi, angle-là. oui, permet Alors, de... ouais, c'est intéressant parce que si c'est un alibi, ça veut dire que c'est des raisons prises en considération par les gens. Donc, c'est pas vraiment automatique, c'est juste ils se disent, ah ben là, ça y est, c'est permis. Et donc, oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, non, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et à vous, merci. Et alors, il y a Mawangi Wangu, bonsoir, qui me dit, y a-t-il une possibilité de penser chez le sujet un mix entre raison sociale et exigence morale dans le dispositif quand les participants prennent conscience de l'insoutenabilité du processus et de la volonté d'agir pour la science, une forme de conflit psychologique dans l'esprit du participant? Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, voilà, c'est ça que tendent un peu à montrer les, le script en fait des expériences qui donc retranscrit ce que les gens disaient, enfin l'échange de paroles entre les participants et Milgram, qu'on peut lire à la fois dans le livre de Milgram puisqu'il en met des extraits, et qu'on peut lire en détail dans les archives qui ont été réouvertes et qui sont mobilisées dans certains livres récents comme celui de Gina Perry. Donc on voit effectivement que pour certains individus, il y a un conflit entre les deux, comme vous dites, entre les raisons sociales et les raisons morales. Mais du coup, la question, c'est un peu pourquoi est-ce que ce conflit, il est tranché en faveur des raisons sociales? Pourquoi est-ce que tout en
discutant avec l'expérimentateur en disant écoutez, il faut que j'arrête là, ce pauvre monsieur a mal, etc. Quand l'expérimentateur leur dit non, il faut continuer, ils disent non, vraiment, c'est pas bien, mais quand même, ils continuent et quand même, ils appuient. Donc, la question, elle est un peu là. Mais oui, vous avez complètement raison, il y a un conflit. Enfin, dans les participants, encore une fois, ceux sur lesquels je me suis concentrée dans ma présentation, ceux pour qui il y a une sorte de phénomène un peu incompréhensible qui se produit dans le dispositif, oui, il y a l'air d'y avoir un conflit. Et la question que je me posais, moi, c'était pourquoi est-ce que le conflit, il est tranché en faveur de la conduite d'obéissance plutôt que de la conduite de désobéissance, en tout cas jusqu'à un point assez avancé de l'expérience. Mais oui, c'est vrai que, comme le rappelait la remarque de Margot tout à l'heure, il y a d'une part des gens qui désobéissent très vite et qui n'ont pas de conflit parce qu'ils sont du côté moral, et d'autre part des gens qui assument la conduite d'obéissance. Et il y en a quelques-uns qui font très peur parce qu'ils vont jusqu'à l'intensité maximale, où là on est sûr que la personne serait morte si c'était des vrais chocs, et qui disent après, non, je vois pas le problème, il y avait un ordre, j'ai obéi, et puis voilà. Alors il y a Eric Bruch qui avait aussi une question. Je vous laisse la poser. Oui, pour rester un petit peu peut-être dans l'axe développemental, hein, Carmen et Ariane Bazin, cette situation quand même, ce rapport à l'obéissance, se construit dans l'enfance et sur le plan social, dans la relation aux parents. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans cette expérience, le dispositif met finalement l'expérimentateur dans une position parentale, entre guillemets, réactivant peut-être ces situations? Et est-ce que par rapport à ce registre-là, la notion d'humeur dont vous parliez tout à l'heure ne peut pas amener à penser qu'il y a une dimension peut-être mélancolique, pas forcément au sens pathologique du terme, mais dans la dimension d'objet complémentaire qui est dans la mélancolie, qui se rejoue là par rapport à ses participants versus un expérimentateur parent-diag ou rencontre autre, j'ai vu quelque part dans le chat, là, concernant cette lacanienne, mais c'est pas, je vais pas là, mais c'est, est-ce que faut pas considérer que cette dimension développementale joue un rôle important dans cette situation? Oui, c'est très intéressant. Bah, c'est un peu comme tout à l'heure, donc je regrette de pas pouvoir dire grand-chose parce que j'y ai pas beaucoup réfléchi et j'ai pas pris ça en compte. Mais c'est vrai que oui, le dispositif, il place peut-être le participant dans une situation qui fait écho à cet apprentissage de l'obéissance dans le schéma parental, comme vous le dites. Et après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à voir dans l'humeur ou le climat affectif supposé dans lequel on serait quelque chose qui serait de l'ordre de la mélancolie avec tout ce schéma de l'objet, etc. Oui, je sais pas, c'est très intéressant. À vrai dire, merci pour les pistes de réflexion. Ouais, j'avais pas considéré ça. Ouais. Non, non, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois pas que ça soit pris en considération non plus, même sans faire intervenir la psychanalyse, mais juste, on aurait pu penser que Milgram lui-même et d'autres psychologues réfléchiraient en termes de psychologie du développement aussi au dispositif. Je crois pas que c'était tellement le cas. Enfin, à ma connaissance, il y a pas. Moi, j'ai rien lu en tout cas là-dessus qui travaille avec ça. Et Enfin, là maintenant, ça me semble tout à fait pertinent en fait de se poser la question. Donc merci, ouais. Je vous en prie, par contre, ça ramènerait quelque chose d'un petit peu normatif, normalisant finalement dans le comportement, si ça replonge dans une situation d'obéissance infantile, dans laquelle à ce moment-là, l'évaluation en termes de raison et de valeur n'est pas importante, puisque l'enjeu, c'est pas tellement ça à ce moment-là, c'est la question du maintien d'un lien à cette figure idéale. Oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On est de nouveau dans une situation où la question de l'obéissance, elle est pas en termes de quelles sont les valeurs et les normes auxquelles j'adhère, quels sont les engagements normatifs que je veux traduire par ma conduite, mais beaucoup plus, effectivement, comment, euh, comment plaire ou satisfaire la figure d'autorité, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Maintenant, voilà, pourquoi est-ce que ce dispositif, il induit ça? Est-ce que toute situation où on donne des ordres induit quelque chose comme ça? Quels sont les ressorts qui peuvent susciter ça? Est-ce que c'est variable d'un individu à l'autre? Ça serait intéressant. Enfin, voilà, de toute façon, si on a une vision un peu centrée sur le développement, on va sans doute penser que ça sera variable selon les individus. Quelles sont les situations qui font écho à ça dans l'enfance? Et donc, quelles sont les situations qui sont capables de provoquer cette régression, entre guillemets, d'un individu à l'autre? Ça ne sera pas forcément les mêmes, quoi. Le dispositif aura pas forcément les mêmes effets sur tout le monde. Ça serait peut-être un autre dispositif qui provoquerait la même chose chez d'autres individus. Enfin, je, j'ai du mal ouais, à- enfin, en tout cas, ouais, ça ouvre
une piste de réflexion qui est intéressante et qui, à ma connaissance, est pas présente dans les études sur 1000 grammes. Donc, merci. Bon, bah, je pense qu'on a dépassé l'horaire. Oui, Margot, allez-y. Oui, moi du coup j'ai une question et ça va un peu tourner autour de la validité de l'expérience de 1000 grammes parce que donc j'ai assisté à la précédente conférence avec Pascal Ludwig Ouais. et il parlait justement de la validité de l'expérience et il disait à un moment donné que on pourrait peut-être plus interpréter ça comme un climat de confiance que comme de l'obéissance parce que on a confiance dans les expériences scientifiques et c'est assez normal. Et du coup, par rapport à ce que vous dites, est-ce que le climat affectif, vous en parlez par rapport à l'obéissance, mais est-ce que ce serait pas plutôt par rapport à la confiance qu'on change, enfin, ce que vous dites? Oui, oui, c'est une bonne question. Bah, c'est une bonne... En fait, moi, mon idée, c'était de me dire, voilà, qu'est-ce qui change entre être dans le dispositif et ne pas y être? Et à mon avis, c'est voilà, la texture affective, quoi. Il y a une ambiance quand on est sur place et quand on est dans l'expérience. Et c'est ça qui n'y est pas quand on est en dehors de l'expérience. Donc peut-être que voilà, et donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça peut avoir comme effet psychologique, cette ambiance, cette atmosphère, ce climat, etc. Mais effectivement, ça pourrait être un autre climat que, enfin, j'ai qualifié ça de climat d'obéissance pour rester un peu neutre sur quelle est la nature exacte de ce climat ou de cette tonalité affective. Et je me suis dit, voilà, je la qualifie à partir des effets qu'elle a, c'est-à-dire il y a une ambiance affective qui fait qu'on obéit, donc j'ai parlé d'un climat d'obéissance pour ça. Mais c'est vrai que le ressenti des participants, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la confiance dans l'autorité scientifique. C'est pas du tout impossible, vous avez raison. Sur le moment, voilà, malgré certaines dissonances, peut-être une tension qui pointe au bout d'un moment et qui au bout d'un moment les amène à désobéir, ce qui prédomine, c'est peut-être une confiance envers l'autorité, envers la science, envers l'institution, etc. Oui, oui, ça, j'exclus pas du tout ça, vous avez raison. C'est même probable, plausible en fait. Et je pense que si vous lisez enfin, je relirai peut-être aussi les textes de Milgram, il y a ça qui est présent dans le discours de certains participants, oui. L'idée que, enfin, notamment plutôt ceux qui cherchent à se dédouaner, mais aussi ceux qui étaient dans le doute et qui disent, bah, finalement, oui, euh, bon, on disait d'obéir, bah, voilà, et ça peut aussi transcrire quelque chose qui était de l'ordre de la confiance accordée à l'expérimentateur, ouais, tout à fait. Alors, je vois qu'il y a eu un message dans le chat. Oui, alors il y avait une question qui était peut-on rapprocher le terme de climat affectif de celui de désir de l'autre? Et là, j'avoue que je sais pas ce qu'il fallait, ce qui était attendu par cette question. Je sais pas non plus exactement ce que. Mais ça fait peut-être écho à ce qu'a dit Éric de Bruges tout à l'heure. Je sais pas si la question était celle de euh, la manière dont on obéit. Est-ce que c'est par engagement normatif ou justement juste par besoin de satisfaire et de plaire à la personne qui ordonne. Euh, C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, dans cette question de la position d'un parent idéal et absolu, il y a quelque chose qui rejoint la notion de confiance aussi. C'est pas simplement une soumission, c'est quelque chose oui, qui crée justement une atmosphère, si on peut dire, euh, à la fois réassurante et constitutive de l'ensemble des parties de ce tout. Et c'est vrai que là, dans l'expérience de Milgram, il prend tout un tas d'attributs, entre eux, comme vous l'avez souligné, la grande université, le dispositif pseudo-scientifique, tout un tas d'éléments qui peuvent quand même, de façon analogique en tout cas, faire penser à quelque chose qui rapprocherait d'une expérience connue dans l'enfance, où on délègue justement à l'autre toute la notion de directivité. ouais, ouais, Alors, ouais, tout l'histoire à du fait. grand autre, je pense en référence à la question de la position lacanienne et peut-être aussi sur la question de la mélancolie chez Lacan. Mais je pense que on peut aborder ça autrement sans se référer à la théorie psychanalytique, simplement sur le plan développemental. Tout à fait. Non, je trouve ça très, très sensé et très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Ouais. Non, non, tout à fait. Bon, bah écoutez, si vous êtes euh, content de cette discussion. On va peut-être stopper la séance. En fait, je sais pas quel est l'horaire auquel ça se termine habituellement, mais je crois que c'est 20h. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir assisté à la présentation et merci beaucoup pour vos questions.
Voilà, pour moi, c'était extrêmement intéressant de discuter avec vous. Ça a ouvert beaucoup de perspectives. Donc voilà, vraiment merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Merci pour la conversation et très bonne soirée à vous toutes et tous. Voilà, je Merci vous remercie. beaucoup à vous également. C'était vraiment très passionnant. Merci. Merci, merci beaucoup.